Je suis libre financièrement. Je suis arrivé là bien au-dessus des objectifs que je m'étais fixés, financiers en tout cas. Je peux voyager où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Putain, il y a tellement de choses que j'ai quand même mis en place par passion, mais ça devient un peu une prison dorée. Et là, je dis, ok, la meilleure façon de lever le pied, j'ai toujours fait tout à 1000 à l'heure, puis j'arrête tout d'un coup, quoi. On est 10-15 à visiter, je sors de là, je dis, voilà, moi je suis prêt à acheter, mais je vais vous faire une offre de fou, moi. Je fais une offre à 48 000, bam. Mon offre est passée, et là c'était le début des problèmes. C'est génial, quand t'achetais des énormes boîtes de Twix par 50, ça coûtait rien du tout. Moi je vendais ça 80 cents alors que la Terminal vendait 1 euro. Et là je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, du pognon, quoi. Peu importe comment, par la porte, par la fenêtre. Là, une fois, on m'a envoyé un message, j'ai envoyé les techniciens, parce qu'il y a un ouragan qui arrive sur le Mexique. Attends-toi à recevoir une facture de protection. Moi, je me dis, merde, ça va coûter la blinde, ça m'a coûté 32 euros. Salut Laurent, merci de venir sur le podcast justement. Merci de partager ton histoire et ton expérience. Avec plaisir. Merci à toi d'être toujours présent pour nous. Ça me fait plaisir. Tu étais quand même le premier intervenant chez Belgium Invest quand on avait lancé les events. Mm-hmm. Et là, on se rend compte, donc on tenait à t'en remercier. Même si j'ai fait une bonne petite soirée hier et que c'est ce qui explique un petit peu ma voix cassée, franchement, je serai à chaque fois là pour vous si c'est possible. Vraiment. C'est sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Laurent, tu as déjà fait pas mal d'interviews. De toute façon, tu vas expliquer ton parcours. Mm-hmm. Mais voilà, donc investisseur, entrepreneur et plein d'autres casquettes en Belgique. J'allais dire Bruxelles. Pas encore. Mais tu vas expliquer. Et donc voilà, je te laisse la parole. Tu peux, si tu veux bien, expliquer déjà ton parcours un petit peu. Et puis on va creuser un petit peu. Alors, qui suis-je ? Donc, Laurent Schmitz, je suis liégeois. Donc, effectivement, je ne suis pas encore investisseur sur Bruxelles, en tout cas dans l'immobilier, mais on aura l'occasion de reparler d'autres choses après. J'ai commencé mon parcours dans les investissements immobiliers il y a maintenant 11 ans. Mon premier investissement, je l'ai fait à 22 ans et je l'ai signé, donc les actes en 2013, et là, j'avais 23 ans. Et voilà, ça peut arriver un peu par hasard, le fait d'investir dans l'immobilier. À la base, c'était pour un petit peu avoir une revanche sur la vie, puisque j'entendais autour de moi que tous les gens qui investissaient dans l'immobilier, je ne sais pas pourquoi, ma famille les mettait sur un certain piédestal. Je dis, t'as vu, il a acheté un bien immobilier, c'est comme se marier en fait. T'as vu, ton cousin va se marier, c'est trop bien. T'as vu, il a acheté un bien immobilier, c'est trop bien. Et de là est venu naturellement de dire, moi aussi, je veux être trop bien. J'ai pas forcément envie de me marier. Et de là est venue l'envie d'acheter mon premier bien immobilier, ce qui a été un paquet de problèmes. Jeune indépendant, pas de fonds propres. Donc je me suis un petit peu retrouvé face à toutes ces banques qui demandaient 36 000 choses différentes. J'ai été refusé de 7 banques. Et puis finalement, la 7e m'a dit ok, c'est bon, on y va. Et de là, j'ai acheté ma première maison. Et il y a eu un truc qui m'a directement interpellé, c'est de me dire que je pouvais faire du bénéfice par rapport à mon crédit. Donc mon loyer était supérieur à mon crédit. Et là, j'ai eu un truc un peu simple, mais bon, à l'époque, ça paraissait très con, mais qui a littéralement changé ma vie aujourd'hui. À l'époque, j'avais un cash flow de plus ou moins de 200 euros. Je me dis, moi qui veux gagner plus ou moins 2000 euros, je trouve que c'est la tape à l'époque que je me donnais. Si je fais ça 10 fois, je suis arrivé à mes 2000 euros. Sauf que j'arrête de bosser, donc j'aurai 4000 euros par mois. Mon salaire, plus ça, et là est venu un challenge un petit peu fou de me dire, je vais acheter 10 maisons avant mes 30 ans, sans diplôme, sans argent. Juste l'envie de réussir, la motivation de dire que c'était possible. J'avais personne autour de moi qui faisait de l'immobilier, donc c'était vraiment un petit peu un challenge que je m'étais donné à moi-même. Et comme je suis un peu une personne qui a tendance des fois un peu à la ramener, j'ai dû assumer le fait d'acheter au minimum 10 biens avant mes 30 ans et j'y suis arrivé. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu as réussi ? Oui, j'y suis arrivé. Le jour de mes 30 ans, j'avais signé mon 16e bien. Et puis l'immobilier, pour ceux qui s'y intéressent un peu, c'est vraiment un effet boule de neige. Au début, c'est compliqué d'acheter un bien. Puis acheter un deuxième bien, c'est un peu plus facile. Et puis en fait, dès qu'on a passé la dizaine, ça devient des montages. Et alors là, oui, c'était beaucoup plus simple. Et dans ta famille, tu as des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat ou l'investissement ou pas du tout ? Non, dans ma famille proche, j'ai personne qui est même indépendant full-time. Mon père était indépendant complémentaire, il vendait des accessoires informatiques, mais plus parce qu'il lui fallait un numéro de TVA pour pas faire ça en black que pour générer réellement du revenu. Donc il était fonctionnaire chez Proximus et non, j'ai aucune personne dans mon entourage proche qui était simplement même indépendant. Plus éloigné, j'ai un chauffagiste.
Mais donc, pas du tout quelqu'un qui s'est lancé dans l'immobilier ou quoi que ce soit. Non, j'ai vraiment personne autour de moi. Donc, j'étais un petit peu à l'époque, plus jeune, j'étais un peu le canard boiteux de la famille qui réussissait pas grand-chose. Et puis, quand je dis à mes parents, c'est bien, je vais devenir indépendant. C'est ouais, mais t'es certain, ça va vraiment le faire. Tu n'auras pas de CDI, aucune sécurité. À ce stade, je suis toujours un des seuls indépendants de la famille. Et comment tu as réussi à, quelque part, t'éduquer financièrement pour rentrer dans ce monde ou dans de l'investissement où, quelque part, tu n'as pas forcément les armes en allant à l'école, en faisant des formations diplômantes. Comment tu as pu faire pour... C'est une très bonne question. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours eu cette envie. C'est peut-être un peu un problème avec l'autorité d'une façon générale. Toujours eu envie de gérer mes propres affaires. La première fois que je faisais du business, c'était à 15 ans quand j'étais dans l'internat. Donc j'ai fait une école d'équitation. Donc voilà, vraiment, ça partait en tous les sens. J'étais très mauvais à l'école. Donc mes parents se sont dit à un moment, il aime bien les chevaux. Il n'aime pas l'école, mais il y a une école d'équitation qui vient d'ouvrir. Est-ce qu'on va pas le taper là-bas? Ça va bien se passer. Bon, ça s'est bien passé pendant 1 an et puis finalement, j'ai quand même été viré. Et de là, mon premier business, c'était à 15 ans et j'ai très vite compris qu'à l'époque, on vendait des petits Mars, des Twix, des petits trucs comme ça, que l'internat se faisait quand même pas mal de pognon en fait sur le dos des gens comme moi quoi, qui achetaient là-bas. Et comme c'est dans l'internat, on n'a pas forcément les moyens d'aller à la petite supérette. Et là, je me suis dit, je vais faire pareil en fait. Donc, j'ai commencé à générer un stock dans ma chambre de Twix, de Mars, plein de trucs. Je faisais un peu une étude de marché et me dire, OK, je vais commencer moi aussi à faire de l'argent. À l'époque, mon père, comme il avait justement ce statut d'indépendant complémentaire, pouvait aller chez Macro, qui était réservé aux indépendants. Et là, c'était génial. Tu achetais des énormes boîtes de Twix par 50. Ça coûtait rien du tout. Je sais pas, ça revenait à une histoire de 30-40 cents le Twix. Et moi, je vendais ça 80 cents alors que l'internat vendait 1 euro. Et là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, du pognon, quoi. Peu importe comment, par la porte, par la fenêtre. Et même ça, mon père, il trouvait ça chouette. Il dit, c'est cool, il fait un petit peu son argent. Sauf que vers la fin, il y a eu une file chaque soir devant ma chambre. Et je sais pas ce que l'école a pensé, mais peut-être qu'à un moment, c'était de la drogue que je vendais. Et donc, ils sont venus et puis ils ont vite compris que en fait, je faisais de la concurrence. Contrebande de Twix, de Mars et de Pick-up. C'est ce qui marchait le mieux. Et là, ils ont été très... Je sais pas du tout pédagogue parce qu'ils m'ont interdit de vendre quoi que ce soit. J'ai limite été sanctionné. J'ai fait 2 heures d'études à l'internat parce que c'était contraire au règlement. Et puis j'ai demandé mon père, qui m'a toujours défendu là-dedans, a demandé à avoir le règlement. On lui a jamais fourni. Il n'était jamais marqué nulle part que c'était interdit de vendre à l'internat. Donc c'était ma première expérience entrepreneuriale. Et de là, je me dis, OK, alors j'ai pas fait de formation, j'ai pas de mentor, j'ai pas suivi une personne qui m'a dit, voilà la ligne à tracer, mais cette envie vraiment de réussir par moi-même, de démontrer aux gens qu'il y a moyen de faire quelque chose alors que j'avais pas forcément de diplôme, a fait que j'ai toujours réussi à me débrouiller et à me sortir les doigts du huc. Voilà. Ah mais c'est bien, ouais. Et tu veux nous parler justement de ta première acquisition, comment ça s'est passé? Tu as visité combien de biens avant de tomber dessus, sur ta pépite? Alors, je me rappelle pas combien de biens j'avais vu, mais il n'y en a pas eu 10, il y en a moins que 10. Par contre, j'avais un budget ultra limité. Moi, il faut savoir, quand j'ai acheté mon premier bien immobilier, je pensais que ça était super facile. J'avais que 4 000 euros de fonds. L'idée, c'était OK, dès que j'achète un bien, la banque va me suivre. Je suis jeune indépendant, je gagnais plus ou moins 2 000, 2 500 euros par mois, ce qui est pas mal pour un indépendant qui commence. Je me suis vite rendu compte après que la banque, elle fonctionne pas comme ça. Et donc, j'avais des budgets en dessous de 100 000. Sauf qu'en dessous de 100 000, c'est directement des gros travaux, plein de choses. Et là, j'ai vu simplement une annonce passer dans le journal, dans les journaux immobiliers, chez les boulangers, ces gens-là. Et là, je vois une maison à 49 000. Et en photo, ça va. Mes parents sont de Chênay, donc c'est un endroit dans la province de Liège. Et là, c'est à Grivigny, donc c'est vraiment pas loin. J'ai dit, OK, la zone est pas mal, je vais visiter. On est 10-15 à visiter. Je sors de là, je dis, voilà, moi, je suis prêt à acheter, mais je vais vous faire une offre de fou, moi. Je fais une offre à 48 000, bam. À l'époque, je pensais vraiment que c'était le truc de dingue. Mon offre est passée. J'ai fait croire que ça faisait des années que j'étais indépendant. Enfin, le mec, il a tout gobé, l'agent immobilier. Et là, c'était le début des problèmes. Dès que j'ai eu mon crédit, donc ça, c'est le premier problème à résoudre, qui finalement, ça s'est fait. Deuxième, c'était de trouver 8 000 euros. Donc la banque me demandait d'apporter 8 000 euros, une partie des frais de notaire pour le projet. Mais je ne les avais pas, donc j'ai travaillé. Et comme n'importe quelle personne qui, quand tu as signé quelque chose, tu dois t'engager. 4 mois après, il y avait les 4 000 euros supplémentaires. Je me suis retrouvé avec 8 000 euros. Le jour des actes, je me retrouvais avec plus un bal sur mon compte. Et là, heureusement, la maison était déjà louée quand je l'ai achetée. Donc, j'ai gardé la locataire, je sais pas moi, 8-9 mois. Donc, elle payait mon crédit, plus un cash flow de 200 euros. Et puis, je me suis dit, je vais quand même faire des travaux pour augmenter le loyer. Et c'est là que les problèmes ont commencé, parce que j'ai fait des travaux sans permis d'urbanisme. Ma voisine, avec qui ça s'était très mal passé dès le départ, a déposé un dossier contre moi à l'urbanisme. Donc, le dossier, après, j'ai essayé de traîner ça pendant 5 ans.
Donc dans les travaux de la maison, donc déjà j'avais un devis de 15 000, je suis arrivé quasiment à 40, quoi. Vraiment une grosse erreur de débutant. Monter un étage, donc il y avait une toiture qui était en pente que j'ai remis de droite. Et j'avais peur que l'urbanisme me dise, il faut enlever ça, parce que moi j'avais entre-temps créé 2 chambres d'étudiants. Donc le cash flow n'est plus du tout le même. Et donc j'ai laissé traîner ça. Puis finalement, quand j'avais eu le moyen de prendre un architecte pour régler ça, ça a été fait en quelques mois et c'était réglé, le dossier est passé. Mais donc j'ai eu des problèmes avec la voisine parce qu'elle n'était pas contente des travaux qui étaient faits. Je peux comprendre, ça crée certaines nuisances. Elle m'a dénoncé à l'urbanisme. Ma locataire, je la fais partir. On a un peu un arrangement amiable que finalement j'arrive pas moi-même à assumer. Parce que je lui dis ok, les travaux seront faits en 2 ou 3 mois. On arrive quasiment à plus d'1 an de travaux, donc j'ai pas pu la reloger dedans. Donc elle m'a porté au tribunal, elle a gagné son procès, ça m'a coûté 12 000 euros. Et à l'époque, franchement, 12 000 euros, c'était vraiment, vraiment galère. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? L'entrepreneur qui m'a dit oui, ça ira avec 15 000 euros. Ouais, que dalle. En fait, c'est 15 000 euros pour le rez-de-chaussée, il y avait 3 étages. Et donc voilà, mais ça a été. Souvent, les gens me disent mais qu'est-ce qui t'a pas découragé dans ce projet? Pourquoi tu t'es pas arrêté à la fin? Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pas eu comme problème, à part un incendie ou un dégât des eaux, et encore j'ai eu un dégât des eaux quelques années plus tard dans cet immeuble, ok, go, fine, on y va. Et j'ai jamais eu autant de problèmes dans l'immobilier que sur cette maison, donc j'ai plus jamais eu, il n'y a pas un projet que j'ai acheté où il n'y a pas eu de problème, mais cette maison, elle a eu toutes les merdes du monde qu'on pouvait avoir, quoi. Et là, je l'ai vendue en janvier de cette année. Félicitations. Merci, ouais, je suis très content qu'elle soit derrière moi maintenant, même si j'ai fait tous les travaux. Il faut imaginer que tous les travaux qui ont été faits dedans, la plupart ont été faits par moi. J'ai appris à carreler avec cette baraque. Alors, je ne sais toujours pas carreler, j'aime pas ça, mais j'ai appris à carreler. Et pour répondre à ta question, Elvis, donc là, j'ai appris par YouTube à carreler, quoi. Il y avait on peut les retrouver encore maintenant, mais des genres de scénettes, le roi Merlin qui t'explique. Je me rappelle de la musique, c'est ta 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 ta. Difficulté, un marteau. Tu vois ce que c'est, donc c'était vraiment ça. Et voilà, j'ai appris par moi-même. Et puis mon père m'a quand même pas mal aidé, même s'il n'est pas du tout du bâtiment. Lui, il a rénové sa maison en 7 ans, l'ancienne maison familiale. Là, ici, je dis papa, t'es tranquille. Il va falloir aller un peu plus vite, quoi. Elle est beaucoup plus petite, mais il va falloir aller beaucoup plus vite quand même. Et donc, ouais, il m'a quand même pas mal aidé. Les amis, comme à chaque fois, tout le monde est présent, mais ils sont venus une fois et disent, en fait, c'est quand même dur. Voilà, c'est pas agréable. Donc, enfin, je me suis débrouillé tout seul et c'est pas plus mal. Non, mais c'est bien, oui. Parce que maintenant, du coup, ton père t'aide parfois un peu sur les chantiers De moins en moins. Mais comme il a une formation d'électricien de base, il a repris goût à travers mes chantiers à refaire un petit peu un travail complémentaire, plus dans la vente de PC, des choses comme ça, mais à venir travailler sur mes chantiers. C'est aussi ce qui m'a beaucoup rapproché avec mon père. Alors, on n'a jamais été en conflit de ça. Au niveau de ma famille, c'est assez sain. Mais mon père est toujours une personne qui a aimé travailler, chipoter dans ses PC, tout ça, mais c'est pas lui qui a entre guillemets fait mon éducation, c'est plus ma mère. Et le fait d'investir dans l'immobilier, où je demande un conseil pour ceci, un conseil pour cela, ça nous a vraiment, vraiment rapprochés. Donc je pense qu'inconsciemment, lui s'est dit, ok, on travaille un petit peu, ça me fait un peu d'argent, parce que j'ai toujours payé mon père. Et à côté de ça, je profite un peu de mon fils et je suis content de, entre guillemets, ce qu'il développe. Et maintenant, voilà, il est quand même pensionné depuis quelques années et j'essaie de le laisser tranquille, quoi. Oui, et puis avec tous les biens que tu touches, je pense qu'il n'arriverait pas à suivre. Non, il n'arriverait pas à suivre. Et au début, il voulait à chaque fois bien faire. Je dis, bon, c'est mon père, je vais le faire travailler. Bon, maintenant, il y a trop de volume et surtout, il est pensionné. Il a le droit maintenant d'être un peu plus tranquille, quoi. Par rapport à cette maison, justement, tu as fait une belle plus-value dessus? Oui, en fait, 10 ans après, donc là, elle a été revendue 130 000, j'avais acheté 48, plus ou moins 40 000 euros de travaux. J'aurais pu la vendre peut-être un peu plus cher, mais là, en fait, j'ai pu avoir une personne qui a racheté plusieurs lots en même temps. On s'est séparés. C'est une des maisons avec lesquelles je commence à avoir des problèmes avec les locataires, comme c'était un quartier un petit peu, on va dire, populaire. La maison, commençait à avoir ces 10 années de chaudière, de tout ce qui va avec. Les problèmes commençaient tout doucement à arriver. J'ai dit, allez, c'est le moment de vendre. Et surtout, ce qui était très intéressant, je ne me rappelle plus le montant exact, mais j'avais un crédit vraiment ridicule. Je crois que c'était 200-300 euros de crédit, vraiment pas plus. C'est 48 000 euros d'achat, donc c'est vraiment pas cher. Mais par contre, à un moment, elle était louée 750, cette maison. Donc j'avais un cash flow super intéressant pour un petit investissement qui était assez ridicule. Donc dès le deuxième bien, j'ai pu la mettre en garantie parce que la plus-value était très intéressante. Mais donc là, je l'ai vendue parce que ça arrivait, c'était le moment de la vente, quoi. Ouais, bien sûr. Et pour le deuxième, ça va? Ça a été la banque t'a suivi rapidement? 2 ans. Okay. Entre la maison 1 et la maison 2, il y a eu 2 ans. Donc là, c'était en 2015. On a acheté en couple. Donc là, je me suis vite rendu compte que c'était plus facile. En tout cas, pour le dossier bancaire, directement, c'est il y a 2 personnes, il y a 2 salles à saisir. Waouh, génial. Par contre, je me suis vite rendu compte aussi derrière que il fallait tout après acheter à 2. Parce qu'acheter tout seul à 2 et puis acheter seul, c'est un peu plus compliqué. Et puis, on a habité dedans. Donc, on est resté ensemble 7 ans.
Sauf que la maison, on l'a achetée vers nos 6 ans. On a fait plus ou moins 6 mois de travaux, beaucoup moins de travaux. Là, j'ai appris de mes erreurs. Toujours moi-même. Bon, assez simple. Je mâchais le travail des entrepreneurs. C'est moi qui faisais les saignées dans les murs, qui tirais les câbles, mais je n'étais pas capable par exemple, pour mon père, de raccorder les prises. Et pour le chauffagiste, je faisais tout le travail un peu merdique. Je tirais les câbles, je faisais des trucs dans les faux plafonds, puis c'est lui qui raccordait ça à la chaudière. Donc là, il y a eu plus ou moins 6 mois de travaux, puis on emménageait dedans, et 6 mois après, on se séparait. Donc le jour de nos 7 ans, voilà. On s'aime beaucoup, mais on voit bien que l'avenir ensemble, c'est pas. On est toujours en contact maintenant, donc on est toujours en très bon terme. J'étais à son mariage il y a 2 semaines, c'était trop drôle. Et donc voilà, donc la deuxième maison est arrivée comme ça. Et là, on s'est séparés. La question est arrivée, qu'est-ce qu'on fait de cette baraque? J'ai dit, écoute, moi, j'ai ce projet d'investir dans l'immobilier. Fais-moi confiance. À un moment, je pourrais te racheter ta part. C'est pas le moment maintenant. J'ai pas les moyens. Et là, il a été ultra clean. Il m'a dit, écoute, pas de problème. Moi, je vais revivre chez mes parents. Va vivre chez tes parents. Chacun est retourné chez ses parents. Sauf que moi, j'ai mis la maison en location à 745 €. J'avais un crédit encore une fois en tout de 500 €. Donc, encore une fois, un cash flow positif. Et plus ou moins 8 mois après, j'ai eu les moyens de racheter sa part. Et là, je serai éternellement reconnaissant parce que j'ai repayé juste la partie qui avait été avancée lors de l'achat. Donc, pas sa valeur après travaux. Il y a pas eu de bénéfices qui ont été faits quand j'ai racheté sa part. Un bel effet de levier, quoi. Ah oui, ça a tout changé parce que la maison, j'avais beaucoup moins de travaux. Donc là, j'ai plus ou moins 15 000. Et elle a pris une valeur de plus ou moins 80 000 € de plus-value. Et ça a été un élément déclencheur pour une autre maison que j'ai achetée après. Au final, c'est ça. En 2 ans, t'en as fait 2. Puis en 8 ans. En fait, quasiment de mes 28 à mes 29 ans, c'est là où ça a vraiment été un boom énorme. J'ai eu l'occasion également d'acheter 2 places de parking, parce que j'avais lancé un commerce entre-temps à Liège Centre comme indépendant. Et je me rendais compte du bordel que c'était de se garer à Liège. Et dit, je vais pas le louer, je vais essayer d'acheter. Et je sais pas pourquoi, je tombe sur un vieux qui loue sa place 53 €. Mais à l'époque, c'était rien du tout. Et j'ai dit, écoutez, moi, je suis intéressé de vous l'acheter, la place. Il me dit, oh, non, je suis pas intéressé de vendre. Écoutez, je suis jeune indépendant, voilà, j'ai envie d'acheter votre place. Il me dit, mais non, en plus j'en ai 2. J'achète les 2 alors. Et donc j'ai pu acheter les 2 places, sauf que le gars, c'est limite un peu trop gentil. Et, il voulait pas vendre, donc il connaissait pas forcément le prix du marché. Et j'ai acheté les 2 places de mémoire pour 19 000 €, les 2. Je les ai revendues en 27 jours. Je me rappellerai toujours, parce que c'est le jour de la Tomorrowland où là, les places ont été, entre guillemets, c'était validé avec les vendeurs. Je les ai revendues pour 50 000. Sauf que j'avais réussi à faire un petit crédit pour acheter les 2 places de parking, mais sans hypothèque. Donc le jour des actes, c'est moi qui ai récupéré 50 000. Le crédit, il n'était pas du tout remboursé, il était toujours en cours. Et avec les 50 000, j'ai racheté 2 maisons derrière. Donc voilà un petit peu avec quoi ça a commencé, quoi. Et encore une fois, des maisons, pareil, avec travaux, plus ou moins une année de rénovation. C'est vrai que pour le prix, les gens, s'ils se projettent et qu'ils se disent 50 000 la maison ou les maisons. Ah non, le 50 000, c'est la plus-value que j'ai faite sur la revente des 2 garages. Oui, ça oui, mais après, tu as réinvesti. J'ai acheté une maison, je sais plus de 80 000 € sur Serein, que j'ai rénové. Et pareil, les travaux étaient finis. Alors, c'était vraiment en galère, parce que j'ai vraiment dû tout refaire. C'était pas du tout prévu. Mais la plus-value que tu fais après les travaux, on ne se rend pas compte des fois qu'on peut faire une plus-value entre 50 et 100 000 €, juste parce que, juste, il faut les faire, mais parce que tu as remis un bien au goût du jour. Moi, il y a un des 2 biens que j'ai acheté qui était squatté. Ça devait être à la base à ma charge de les faire dégager. Heureusement, la police s'en est chargée à ma place parce qu'il y a eu un truc de stup et ils ont été dégagés 10 jours avant les actes. Donc ça, c'était vraiment un cadeau du ciel parce que je ne savais pas du tout comment j'allais les déloger. Et puis, j'ai fait les travaux dans la maison, quoi. Mais par contre, j'ai acheté une maison squattée. Et acheter une maison squattée, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Des gens vont arriver, ils ne vont pas vouloir rentrer. Les squatteurs ne m'ont pas impressionné. C'était des gens qui étaient détestés dans la rue parce qu'ils foutaient le bordel partout. Mais moi, j'ai fait ma visite. Ok, je suis intéressé d'acheter cette maison-là et l'autre maison. Je serai votre futur propriétaire. Puis finalement, je ne l'ai jamais été, heureusement. J'ai toujours une belle étoile comme ça, un petit peu au-dessus de moi. Et à chaque fois, des trucs. Là, récemment, j'ai acheté un immeuble, pareil, avec des locataires vraiment des casseuses, quoi, des problèmes. Mais après, moi, je pense qu'il y a toujours des casseuses en termes de locataires, mais les propriétaires sont aussi des casseuses. À partir du moment où tu fais louer des biens qui sont en infraction urbanistique dans tous les coins, tu fais n'importe quoi. Donc là, c'est une vieille dame de 82 ans qui a pris je ne sais pas combien de dizaines, c'est pas centaines de milliers d'euros sur cet immeuble, rien qu'en loyer parce qu'elle a loué tout, les gens elles se lavent dans la cave, un truc de dingue. Et là, je me dis merde, je me retrouve avec des locataires qui payent 280 € par mois, j'ai pas envie de les mettre dehors parce que je sais qu'ils vont rien retrouver. Je sais que j'ai ce problème-là surtout un locataire avec qui le contact passe bien, mais j'écoute, je ne vais pas pouvoir te garder, le logement est en infraction urbanistique, il va falloir partir. Ouais, mais je vais avoir du mal à retrouver. Et finalement, le jour des actes, il est parti. Et je me dis, encore une fois, une belle étoile, ils partent sans même que je dois intervenir ou quelque chose comme ça, quoi. Donc ça, c'est top. Je ne me suis pas encore battu pour l'immobilier.
Non, intéressant. Qu'est-ce que tu as comme anecdote? Parce que par exemple, tu as dit, bon, tu pas eu d'incendie, bien heureusement d'ailleurs. Ouais, incendie, j'ai jamais eu des dégâts des eaux, j'en ai eu, mais plein. Plein, 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 plein. Généralement, c'est dû à quoi? Quand c'est dans des immeubles, c'est la négligence des voisins. Souvent, j'ai chaque fois des problèmes pour des gens qui sont propriétaires au-dessus de moi dans les immeubles et qui font louer, donc sont beaucoup moins regardants et tout ça. Et alors, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai acheté un appartement à Liège, rue de Campine. Rien que donc j'ai acheté 2 apparts sur les 5. Il y a eu 6 dégâts des eaux, je crois, en un an. C'était un enfer. Le premier, c'est la toiture qui commence à goûter. On ne sait pas de où. C'était une toiture en béton. On ne comprenait pas d'où ça venait. On a creusé. Tous les nouveaux propriétaires de l'immeuble pétaient des cases parce que la petite goutte au début était devenue un énorme problème le jour des actes. On a essayé de garder de l'argent chez le vendeur. C'était impossible. Donc, c'est la première chose. On a dû régler ce problème de toiture qui n'était pas prévu à la base. Deuxième, il y a de l'eau qui est arrivée de chez ma voisine, chez moi, quand elle commençait ses travaux, sauf que j'ai pas directement commencé les travaux dans cet appartement. Donc je me suis rendu compte 1 mois et demi après, il y avait toute une chambre qui avait pris l'eau et j'ai dû décaper et tout. Enfin, encore une fois, un enfer. Donc dans le même appartement, je commande une cuisine chez Ego, très, très content de les citer, donc n'allez pas chez eux. Donc je refais le parquet, enfin je refais vraiment tout. Il reste que la cuisine à mettre et un petit coup de peinture dans tout l'appart. Ils viennent me placer la cuisine. J'y passe l'après-midi, puisque le lendemain, je partais au ski. Et donc, toute nouvelle cuisine, elle m'a coûté 12 000 balles, la cuisine. Donc, tu vois, une belle cuisine, c'était pour faire un appartement et le revendre derrière. Et l'installateur a mal serré le joint entre le robinet et la vaisselle. Ça a coulé en compte-gouttes pendant 10 jours où j'étais au ski. Tout le parquet a été niqué, alors que c'est un parquet ancien. Enfin, un problème de dingue. Au téléphone, dès que j'appelle l'installateur, il me dit « Ouais, ne te tracasse pas, il y a des assurances pour ça, ça peut arriver. Envoie-moi 2-3 photos sur WhatsApp. » Je lui envoie tout. Tracasse, mon assurance va intervenir. L'assurance n'est jamais intervenue parce qu'il a dit que c'était moi qui avais bidouillé son installation. Là, actuellement, je suis en procès avec lui. Je suis en procès avec lui et avec Ego parce que j'ai contacté Ego qui dit « Ah non, nous, on vous a vendu la cuisine, mais c'est pas nous qui l'avons placée. » Et là, je trouve ça dégueulasse. Mais donc, là, j'en ai plus ou moins pour 8 000 € d'avocat, là, déjà. Et ça va durer encore 1 an et demi. Pour aller rechercher un préjudice, plus ou moins de 30 000 balles. Parce qu'entre-temps, moi, j'ai vendu l'appartement avec une moins-value, d'après moi, de 30 000 €. Et pour la petite anecdote, la personne qui a acheté l'appartement a dégagé l'ancienne cuisine, quoi, qui a 12 000 balles. Donc, je me dis, c'est vraiment... Et elle a dû refaire tout le plancher. Et le plancher, impossible de le récupérer. Le vieux plancher ancien avait pris l'eau, il a gonflé. Enfin, c'était vraiment dingue. Et donc, elle a remis un vieux quick-step à 20 balles de chez Brico, quoi. Mais donc, l'appartement n'avait plus du tout le charme qu'il avait avant. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Il y a des travaux qui ont été faits chez une autre voisine. Là, c'était pour l'appartement que j'avais tout au -2, donc c'est un -2. Et là, il a mal fait une douche. La première fois que ça a été mis en location, il y a eu un dégât des eaux dans l'appartement. Sauf que moi, il venait d'être terminé, il venait d'être meublé. C'était un appartement que je vendais meublé. Et ça a été encore une fois un casse-tête, quoi. J'étais en soirée quand la propriétaire m'a appelé pour dire que son locataire, j'ai dû quitter la soirée. Le lendemain, il y avait des déshumidificateurs. On commençait les visites. Normalement, on a dû reporter les visites en faisant croire que moi, j'étais en vacances. Ça a été tout un arrangement et finalement, ça a été quand même vendu. Mais les personnes n'ont jamais su qu'il y avait eu un dégât des eaux, quoi. Et l'assurance voulait intervenir plus tard, mais j'avais déjà vendu, donc j'ai pas su y aller avec l'expert. Donc, j'ai eu aucune intervention financière pour ce dégât des eaux. Mais au moins, l'appartement a été vendu. C'est le plus important. Sportif. Quand même. Donc, tu investis justement du côté de Liège. Est-ce que tu investis ailleurs déjà en Belgique et puis après, on partira sur l'étranger? Non, actuellement, et c'est vraiment une volonté d'investir que à Liège. Des fois, il y a d'autres investisseurs qui me disent « Allez, viens à Charleroi, il y a moyen d'acheter des rues entières pour 100 000 €. » Tant mieux. Et pour moi, du business, il y en a à faire partout. Plein de gens disent aussi « Achète à Bruxelles, c'est une valeur sûre. » En Europe, c'est une des villes qui monte le plus. Mais non, je maîtrise très bien ma zone à Liège. J'ai pas cette envie pour l'instant d'aller ailleurs. Il y a un peu de fainéantise aussi de se dire est-ce que j'ai vraiment envie de faire la route 1 heure parce qu'un locataire a cassé une clé dans un barillet? Est-ce que j'ai vraiment envie de gérer des travaux aussi loin? La réponse, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. C'est non. Donc moi, c'est Liège, le grand Liège, on va dire ça. Comme tu dis, au final, quand tu connais ta région, et puis après maintenant, tu as ton réseau et tout. Donc... Oui, et puis quand j'entends des fois les prix à Bruxelles, des fois, vous êtes bruxellois, mais vous achetez un appartement pour le même prix, j'achète un immeuble, quoi, de 4 appartes, qui est loué peut-être 20% moins cher, mais par contre, qui va me coûter 4 fois moins cher, quoi. Tu vas revendre en unité. Voilà, des fois, je revends effectivement les immeubles que j'achète en société et que je revends à la découpe. Oui, ça, c'est vraiment des fois des belles plus-values, quoi. Alors que je pense que les plus-values à Bruxelles, j'en avais parlé avec un marchand de biens qui me dit « Ah, tu te rends pas compte, là, j'ai acheté, j'ai fait, je sais plus combien m'annonce, mais genre 300 000 € de plus-value. » Et j'ai dit « Ah, t'as acheté combien ?»
Il avait acheté 5 millions. Je dis, mec, les 300 000 de plus-value, moi, je l'ai fait quand j'achète un projet à 1 million, pas à 5. Il dit, comment tu fais? Donc, il ne revenait pas des prix qu'on avait à Liège, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. On le voit un petit peu, c'est comme Charleroi par rapport à Liège. C'est vrai qu'on avait discuté avec Grégory Hanoc, tu te rappelles, qui disait, lui à refaire, il aurait peut-être investi sur Liège, parce que lui, il a beaucoup investi à l'époque justement sur Charleroi. Et pourquoi il disait que maintenant il préférait Liège? Parce que la plus-value sur Liège est plus conséquente que Charleroi. Au final, Ah oui, c'est je vrai qu'il pense. y a toujours le loyer moyen à Charleroi, mais ce qu'il y a, c'est que ton bien, au final, quand tu vas la revendre, tu n'auras pas vraiment de plus-value. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je connais pas assez bien le marché à Charleroi. Par contre, c'est certain que, après, j'adore ma ville, mais je me promène à Charleroi, c'est pas la même tronche, quoi. C'est dommage d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui achètent, qui rénovent et tout ça, mais le quartier reste quand même un peu moins sécurisant, j'ai l'impression, qu'à Liège. Et puis maintenant, à Liège, on a le tram. Rien que ça, des immeubles, des appartements ont monté. Pendant des années, ça a été, je sais pas, un chantier. Maintenant, l'immobilier à Liège a vraiment, vraiment augmenté, quoi. Je confirme, ouais. Et à l'étranger? À l'étranger, donc j'ai acheté un peu sur un coup de tête à l'époque un appartement au Mexique. Alors j'ai sur un coup de tête parce que je suis parti vivre au Mexique quelques mois suite à une déception amoureuse et puis il y a le Covid qui est arrivé, ça m'a achevé. Je dis je peux pas vivre dans ce monde anxiogène où on m'interdit de sortir. Enfin, j'ai l'impression que je retourne en cours, quoi. Et donc j'ai fait un peu de stratagème, j'ai pris un avion depuis Paris parce qu'en Belgique on pouvait pas faire. J'ai tout un arrangement où voilà, j'ai voulu partir, j'ai réussi à partir et là on est arrivé au Mexique. Je passe le nouvel an là-bas et complètement mort bourré, je commence à parler avec un gars qui me dit oui. Moi, je suis agent immobilier ici. J'ai dit, mais mec, moi, je suis investisseur. Moi, je connais, tu vois. Il me dit, ok, tiens, là, ma carte. Il a pris mon numéro de téléphone et le lendemain, on va se revoir. J'écoute, c'est comme aujourd'hui, j'ai une voix un peu cassée. Laisse-moi me reposer. On se voit le surlendemain. Et entre-temps, j'ai dit, merde, qu'est-ce que j'ai discuté avec lui? J'ai dit, ah ouais, c'était pour acheter à Touloum parce qu'il me dit que c'était le place to be pour l'instant. Tu vois. Et en fait, 2 jours après, j'ai pas acheté son projet à lui parce que pas trop fiable, mais j'ai trouvé un autre Français qui était beaucoup plus gros. Et j'ai acheté un peu sur un coup de tête, quoi. Un peu comme si j'avais acheté un t-shirt Zara, me dire, allez, je l'aime bien, j'achète. Sauf que les 5 premiers 1 000 euros d'acompte, en dollars, tu les mets, ça va. Et puis, quand 3 semaines après, on te demande 50 000 premières factures et tu visites le terrain et tu vois qu'il y a un étage alors que c'est un immeuble, normalement 107 appartements. Et là, comme d'hab, j'en parle autour de moi, tout le monde me dit, non, il faut pas le faire. Le Mexique, c'est corrompu, tu vas devoir tout payer en blague. Finalement, j'ai jamais eu de problème. Au Mexique, j'ai jamais dû payer le moindre centime à qui que ce soit. Et l'immeuble a été construit. Donc, mon premier appartement à l'étranger, donc à Touloum, que j'ai toujours dans mon parc immobilier, mais que je vais bientôt vendre parce que, encore une fois, une question de belle plus-value à faire. C'était à Touloum, quoi. Sur un coup de tête, lors d'une déception amoureuse. C'est ce qui m'a redonné goût à la vie de relancer un projet immobilier aussi loin, quoi. Et c'est quoi, location classique? Non, donc j'ai une agence là-bas qui gère tous ces deals, qui gère ça pour moi. Et non, c'est à la journée, quoi. Et alors, c'est vraiment des fois en last minute et c'est limite les plus grosses réservations qu'on a. Ça va jamais au-dessus de 3-4 jours. Et des fois, j'ai pas de réservation. Là, par exemple, donc, on est aujourd'hui, le mois prochain, j'ai peut-être 3 réservations de 4 jours sur le mois. Mais dans le mois, des fois, ça va se compléter en la journée, quoi. C'est assez impressionnant. J'ai pas ça ici sur mes Airbnb en Belgique. C'est vraiment de last minute. C'est moins attirant aussi, peut-être. D'aller au Mexique? Non, l'inverse, justement. Tu te dis, louer au Mexique, c'est un peu plus excitant. C'est plus excitant, par contre, je me suis rendu compte à quel point c'est plus de galère aussi. Là, une fois, on m'a envoyé un message, voilà, j'ai dû envoyer les techniciens parce qu'il y a un ouragan qui arrive sur le Mexique. Attends-toi à recevoir une facture de protection. Moi, je me dis, merde, ça va coûter la blinde, ça m'a coûté 32 €. Mais ils ont tout barricadé, tu vois, tout l'immeuble a été barricadé. Finalement, l'ouragan n'est pas passé par là. Et là, je me dis, merde, c'est quelque chose que je connais pas, moi, en Belgique, d'avoir un ouragan. Alors oui, les inondations qu'on a eues à Liège il y a quelques années. D'ailleurs, j'ai des immeubles qui étaient dedans, et là, ça arrive, était dedans, et c'est pas prévu, quoi. Là, l'ouragan, c'est genre 6 jours avant, on dit qu'il faut faire attention. Ah, il se rapproche, et 2 jours avant, on t'appelle, voilà, est-ce qu'on peut faire les travaux pour sécuriser votre bien? Mais attendez-vous à recevoir une facture. Je dis, oui, faites-le, j'ai peur qu'il s'envole. Alors que c'est un énorme bâtiment en béton. Donc oui, ça, il faut un peu gérer ça. Et gérer un petit peu aussi le côté géopolitique. Là, pour l'instant, au Mexique, ça se passe pas très très bien, mais je le ressens dans les réservations, quoi. J'ai beaucoup moins de réservations cette année-ci que l'année précédente. Et c'est pour ça aussi que l'envie est de vendre, quoi. Donc j'ai un appartement à vendre au Mexique. Pour tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Et juste Mexique ou... Ah, et à Bali. Ouais, à Bali, là, j'ai construit une villa. Alors là, c'est un projet complètement différent. Je sais pas pourquoi, encore une fois, en me renseignant, en entendant autour de moi, j'ai compris que Bali c'était un peu aussi the place to be pour investir, et tout le monde me disait Bali c'est génial, meilleure destination. Ben voilà, ok, j'ai pris un billet, j'ai été, et moi c'est mon coup de cœur
international. Je fais beaucoup de pays. Là, l'année passée, j'ai fait un tour du monde. J'ai fait beaucoup de pays et Bali, pour moi, reste le number one. Et donc là, j'ai construit une villa 6 chambres qui, sur plan, ressemble vraiment à une villa. Et en fait, quand tu vas sur place, c'est un petit hôtel, quoi. J'ai jamais construit un projet aussi gros. Ma piscine, elle fait 90 mètres carrés. C'est plus gros que certains appartements que j'ai. Il y a 6 chambres, on peut loger 16 personnes. J'ai une salle de sport, j'ai une salle de cinéma, j'ai un spa extérieur. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue. Et là, j'ai vraiment craqué mon slip, quoi. C'était pas du tout prévu que ce soit si gros. Et puis, là, pas du gain. Et puis, j'ai vu mes finances. OK, c'est jouable. J'ai investi là-dedans. Et là, c'était un peu plus long. Le projet a pris 2 ans et demi. Et de livrer donc en janvier 2025. Et d'autres destinations qui t'intéressent, d'autres pays? Maintenant, c'est l'Espagne qui m'intéresse. Déjà parce que Elvis a investi en Espagne et il fait partie des gens qui me recommandent d'aller là-bas. Et mine de rien, avoir 2 résidences secondaires aussi loin, c'est génial. Sauf que tu peux pas te dire, je dis, je pars demain jusque lundi. Donc j'ai envie d'avoir quelque chose de plus proche pour quand même aller au soleil. Et alors je sais pas pourquoi j'ai jamais été, mais Valence m'attire. Alors je sais pas pourquoi. C'est un endroit qui me parle un peu. Encore une fois, par rapport à ce que j'entends autour de moi, c'est une ville qui monte un peu, qui est pas très loin de la Belgique. Sinon l'Espagne, Pariente. Et l'Afrique? L'Afrique, je me suis un petit peu renseigné quand on avait fait l'ascension du Kilimandjaro. Encore une fois, c'est trop loin. Pendant que je m'y intéressais, c'était en même temps que la construction à Bali. Et j'ai eu des retards avec Bali. Donc ça m'a un peu découragé de réinvestir aussi loin. Et d'ailleurs, je pense que si j'investis maintenant en Espagne, je veux un truc qui est déjà construit. Au Mexique, j'ai fait construire. À Bali, j'ai fait construire. Mexique, c'est différent parce que c'était le projet d'un promoteur. Donc j'ai rien pu modifier à part le mobilier. Donc là, j'ai acheté un truc sur plan. À Bali, j'ai complètement conceptualisé moi-même la villa. Mais c'est lent, quoi. C'est vraiment lent. Mexique, ça m'a pris plus ou moins 1 an et demi. L'argent part, mais il n'y a aucune rentrée. Et Bali, ça a quasiment fait 2 ans. J'ai signé en juillet 2022. Il y a eu un problème avec le premier terrain qu'on a trouvé pour une livraison, finalement, en janvier 2025. C'est beaucoup trop long. Donc, je pense que je préfère maintenant, que mes liquidités aussi le permettent, je préfère demain acheter un projet fini. Donc, l'Afrique, peut-être plus tard. C'est pas une obsession en moi d'être sur tous les continents, mais pourquoi pas? Si tu as des contacts, je suis preneur. Intéressant. Et tu as parlé justement d'inondation à Liège, ça a été pour tes maisons? Alors oui, ça a été. Enfin, par rapport à d'autres, oui, clairement. J'ai eu 1 mètre d'eau dans mon entrepôt. J'avais un énorme entrepôt de 300 mètres carrés que j'avais acheté pour. À l'époque, je voulais le diviser en petits box. Et c'est un projet qui me parlait à mort. Encore une fois, je voulais diversifier mes activités. Et je voulais tout automatiser, mettre badge, que les gens arrivent. S'ils ne payent pas leur location, le badge est désactivé. Enfin, tout un truc comme ça. Et puis, je sais pas, j'ai acheté 6 mois après, quand j'ai commencé vraiment à m'attaquer au projet. J'avais fait venir un architecte pour mesurer les plans et optimiser au max pour que ce soit mobile avec les voitures. 2 semaines après, il y avait les inondations sont arrivées. Donc, j'ai eu 1 mètre d'eau dans cet entrepôt. Heureusement, moi, j'utilisais même pas un 5e. Il y avait toutes mes affaires dedans. Il y avait des machines, il y avait du mobilier, il y avait plein de choses. Tout ça, ça a été à la poubelle. J'étais pas assuré pour le contenu, mais par contre, j'étais assuré pour l'entrepôt, sauf que l'assurance, à part payer un peu de pâture et un déshumificateur, elle n'est pas beaucoup intervenue. Et j'ai revendu l'entrepôt, j'ai quand même fait une belle plus-value dessus. J'étais étonné d'ailleurs qu'ils partent aussi rapidement. Et j'ai eu un autre immeuble, là que j'étais en train de rénover, où j'ai eu 20 cm dans les caves. Et à part, je sais pas, il y a une réparation à faire dans la cage d'ascenseur, parce qu'elle était plus basse que les caves. Voilà, par rapport à d'autres, non, je m'en sors vraiment, vraiment bien. Par contre, j'étais dedans, dans les inondations, quand ça a monté. Je me suis retrouvé bloqué en plein milieu, parce que j'étais voir mon entrepôt. Et je te dis, il y a 1 mètre qui est monté. Moi, j'étais sur, comment on appelle ça, une petite marche de maison avant de rentrer dans la maison. J'attendais comme ça, et puis ça montait. Puis je dis, j'ai quand même de l'eau sur les genoux. C'est pas normal. Et je vois un canapé passer devant moi. Et puis ça puait l'essence. J'ai dit, c'est quoi ce bordel? Et donc j'ai toqué. J'ai dit, excusez-moi, je vais pas pouvoir reprendre maintenant. Est-ce que je peux rentrer? Et finalement, j'ai dormi chez la femme. Donc c'était très bizarre, c'était un peu lunaire parce qu'on n'avait plus d'électricité, il n'y avait plus rien du tout. On n'avait plus moi j'avais plus de batterie sur mon téléphone, donc j'ai prévenu mes parents que je dormais chez une inconnue, pas loin de mon entrepôt, mais voilà, c'était vraiment lunaire comme truc. Et pour la petite histoire, elle venait se disputer avec sa locataire, la propriétaire, donc elle venait voir ses locataires et elle a passé la nuit avec eux. C'était vraiment bizarre, c'était lunaire. La soirée était vraiment trop étrange. Et le lendemain, à 6h du matin, son mec est arrivé comme un héros. Il a défoncé la porte. Il n'y avait plus d'eau nulle part. Et je suis reparti. J'ai été récupérer ma voiture qui, heureusement, elle aussi n'avait pas subi de dégâts. Oui, sympa, ouais. Et en termes d'opportunités, tu as eu des opportunités d'investissement pendant justement ou justement après Suite aux inondations, non, je n'ai pas surfé sur cette vague. Par contre, je pense que c'est une erreur que j'ai peut-être commis à l'époque. Je connais des marchands qui ont acheté des rues, quoi. Parce que les gens avaient l'argent de l'assurance, ne voulaient plus y habiter. Il y a des gens qui ont eu 2 mètres d'eau chez eux. Enfin, c'est difficile à imaginer, mais imagine, tu rentres chez toi, tu as 2 mètres d'eau, c'est plus haut que toi.
Donc, tu n'as plus à de retourner là. Les gens, des fois, un peu sont conditionnés par les médias. On a l'impression qu'il va revenir toutes les semaines, alors que ça fait 3 ans, il n'y a plus jamais rien eu. Mais je n'ai pas du tout surfé sur cette vague-là et je ne pense pas que j'avais à l'époque les reins solides pour pouvoir peut-être gérer autant de chantiers. Mais je sais qu'il y a un tas de maisons qui sont parties pour moins de 100 000 euros, des 4, 5, 6 chambres à Angleur, donc l'endroit où c'est arrivé, alors que c'est un super quartier, super dynamique pour les étudiants. Et il y en a qui ont fait vraiment... J'ai des participants qui ont acheté des maisons inondées, ils ont fait des affaires de fou, parce que les gens ont eu l'argent d'assurance, et plutôt que de faire les travaux, ils ont vendu, et ils ont été construits ailleurs. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais je n'ai pas surfé sur cette vague-là. Non. La prochaine. La prochaine, peut-être. Mais voilà, j'essaye d'acheter des biens maintenant avec moins de travaux quand même, ou alors des travaux qui apportent une réelle plus-value. Ça ne m'intéresse pas d'acheter un bien et de commencer à mettre des nouvelles cuisines si la cuisine est encore en bon état et des choses comme ça. Avant, je voulais absolument tout refaire, je voulais vraiment que ça soit nickel. Là, mon seul focus, c'est des bons PEB, parce que je sais qu'on va nous ennuyer de plus en plus avec ça, et alors quelque chose qui est fonctionnel. Donc, s'il y a une chaudière pour tout l'immeuble, je vais directement scinder, je mets une chaudière individuelle. Là, il y a un immeuble que j'ai acheté début d'année, où c'était une chaudière commune et un compteur d'eau pour 5 appartements et un bureau. Moi, c'est pas possible, ça c'est pas moi qui vais payer l'eau des locataires. Donc, la première chose que j'ai commandé, ça a pris 8 mois avant qu'ils arrivent, c'est des compteurs d'eau individuels et de gaz individuels pour vraiment rendre chaque appartement autonome, quoi. Ta stratégie maintenant, c'est quoi? C'est achat-revente, achat-location Je fais les deux. Là, récemment, donc ça fait quelques mois, j'ai racheté une société immobilière mais qui était vide. Et celle-là, ça va être une société de patrimoine immobilier. J'ai beaucoup d'immobilier en privé locatif. Je fais quasiment pas d'achat-revente en privé. Ça ne m'intéresse pas. Et fiscalement, c'est trop dangereux. Il y a quelques biens que j'ai revendus, mais c'était pas de la spéculation. C'était chaque fois au-dessus de 5 ans, donc ça, j'étais un peu tranquille. Par contre, en société, ouais, je fais beaucoup d'achat-revente. Et l'objectif, sur le moyen et long terme, ce serait peut-être d'essayer de recréer une deuxième société de patrimoine pour avoir 2 sociétés qui ont chacune entre 2 et 5 millions de patrimoine pour là m'assurer des dividendes et peut-être m'en revendre la société ou, et là c'est ce que je suis en train de chercher pour l'instant, racheter une société immobilière qui a déjà un passif, quoi. C'est quelque chose que j'ai... Donc la seule société que j'ai rachetée, c'était une coquille vide, donc pas très challengeante. Mais là, je suis en train de regarder s'il n'y a pas, je sais pas, une petite société d'un papy, une mamie ou même des gens plus jeunes, hein, qui ont fait un beau parc immobilier, je sais pas moi, d'une 10, 15, 20 unités. Et moi, j'arrive et je rachète la société, quoi. Et ça évite de refaire 15 opérations, ça évite de repayer 15 à 20 fois les frais de notaire. Et ça, c'est mon prochain target. Acheter une société immobilière. Pour ceux qui écoutent. Voilà, je suis sur Liège. Je reste dans ma zone. On m'a proposé récemment 78 appartements, enfin des studios, sur Charleroi, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Même si c'est super rentable, j'ai pas envie d'aller commencer à gérer là-bas. Et si même maintenant, quasiment tous mes biens sont gérés par des agences, les agences, il faut quand même un moment les gérer, il faut quand même un peu les voir. Sinon, on rentre dans ce côté un peu dangereux du propriétaire qui délègue tout et trop, qui s'étonne 6 ans après que les toilettes sont défoncées, que la porte d'entrée, qui était une porte sécurisée, a été forcée 10 fois parce que l'agence passe pas ou des choses comme ça. Mais l'agence, entre-temps, elle a quand même pris de 15%. Moi, j'aime bien les voir. Les agences qui gèrent mes biens, je les vois en moyenne à 2 à 4 fois par an, chacune. Et toi, justement, tu es dans l'immobilier depuis 11 ans maintenant, tu as dit? Ouais. Donc, tu as eu l'occasion, d'une part, de te montrer également sur les réseaux. Donc, tu as eu pas mal de demandes, des coachings et des conseils et autres. C'est ça. Au début, j'avais juste créé une page. Plein Covid, encore une fois. En fait, j'ai toujours aidé des gens. Encore hier, j'étais en soirée, j'ai encore parlé immobilier avec des gens, je pousse les gens à acheter, quoi. Et les limites, quand j'ai des connaissances, à propos, j'ai acheté, c'est comme s'ils m'annonçaient que vous êtes parents. Je putain, mais c'est trop bien, félicitations. Pour moi, c'est très important. Les gens souvent banalisent ça, mais devenir propriétaire, pour la plupart des gens, c'est vraiment... Il y a un avant et un après, donc je félicite à chaque fois ça. Donc j'ai toujours aidé les gens, entre guillemets, à acheter. Donc au début, c'était mon cousin, j'ai aidé mon frère à acheter, mes voisins, puis finalement, c'était les cousins de mes voisins, puis finalement, c'est la boulangère du cousin de mon voisin. Et puis à un moment, je dis, ouais, bon, ça fait quand même un peu beaucoup de gens à coacher, à aider. J'allais des fois avec eux en visite, ça me prenait beaucoup de temps. Et à un moment, en plein Covid, je me dis, bon, ok, je vais commencer à faire des lives. Il y avait des lives sur le yoga, des lives de cours de cuisine. Moi, je faisais des lives avec à l'époque, je faisais du crossfit. Tout était en live. Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que moi, tous les mercredis 20h, je ne ferais pas un live sur l'immobilier? Il n'y a personne qui le faisait. Et donc, de là a commencé ce petit live, cette petite rencontre hebdomadaire. Et puis au début, j'étais suivi par 32 personnes. Et puis 150. Et puis je disais, allez les gars, partagez, likez. Et tous mes potes, partageaient. Et puis finalement, les vues ont dépassé les milliers de vues. Et les gens me contactaient, salut, voilà, moi j'aimerais bien acheter une maison. C'est quoi tes tarifs? Et puis je dis, en fait, ouais, c'est vrai que ce serait peut-être
intelligent maintenant de commencer à se faire rémunérer pour pas faire ça gratuitement. Et alors oui, comme tu le disais, il y a vraiment eu énormément de demandes parce que les gens voyaient que je maîtrisais mon sujet. À la base, ça m'amusait de faire un live, qu'on parlait pendant 1 heure de colocation. Je répondais aux questions. Pendant 1 heure, la semaine suivante, on parlait d'Airbnb, puis des achats-reventes, mes erreurs, comment faire son dossier bancaire. Enfin, il y avait vraiment plein de lives, c'était super intéressant. J'aimerais les reprendre, mais mon timing ne le permet pas. Et là, j'ai dit, ok, pas de problème, je me faisais facturer 25 € de l'heure. Puis je me dis, merde, je suis indépendant, 25 € de l'heure, pas du tout rentable. Et après, on arrivait sur des coachings qui étaient autour de 5 000 €. Et là, je m'engageais auprès des participants d'aller de A à Z entre la recherche, la visite, l'achat, monter le dossier bancaire jusqu'aux actes, en fait. Et même après, je restais en contact avec eux, on échangeait pas mal pour avoir un exemplaire de bail et des choses comme ça. C'est vrai que tu as été dans les débuts et maintenant, quand on voit. Il y a plein de choses. En fait, il y a des gens vachement plus, je ne vais pas dire intelligents que moi, parce que je ne veux pas me dévaluer par rapport à ces gens-là, mais beaucoup plus intelligents en termes de marketing. J'ai jamais mis un seul centime dans les réseaux sociaux pour me faire connaître ou quoi que ce soit. C'est ça aussi qui fait que j'ai peut-être moins de likes ou moins d'engagement par rapport à, entre guillemets, à ma cible. Et oui, quand j'en vois des fois les budgets astronomiques qu'ils mettent juste pour que quelqu'un vienne liker, vienne télécharger un e-book, ok, tant mieux, ça devient du business. Moi, c'est pas mon business. Moi, j'ai fait ça par passion. Donc, moi, je vis de mes rentes immobilières. Et là, maintenant, j'ai plusieurs sociétés immobilières qui me génèrent des revenus. Le coaching, c'est accessoire. Là, j'ai pas fait de coaching pendant 1 an. Mon train de vie n'a pas du tout diminué. Tu vois, donc, ça m'a pas empêché de faire un tour du monde, qui m'a d'ailleurs coûté les yeux de la tête. Mais tout ça, l'un dans l'autre, c'est pas mon activité principale. Les gens qui sont arrivés, on va dire, après, ils ont très vite compris qu'il y avait un business à se faire, parce que c'est un business très, très rentable. Il y a très peu de frais pour quand même, voilà, un gros gain à la fin. Mais par contre, oui, ils ont mis un budget de pub que je ne mettrai jamais, quoi. Non. Et si justement, il y a des gens qui n'ont jamais investi, qui souhaitent investir ou qui se posent la question, qu'est-ce que tu aurais comme recommandation pour eux? Alors, on a lancé Imo Academy avec Gauthier, un ancien participant, un coaching en one-to-one, qui lui m'a contacté au début du Covid et qui disait, voilà, toi et moi, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et lui, il voulait partager, il est très pédagogue et énormément dans le partage. Et donc, à un moment, on s'est dit, ok, on va lancer Imo Academy, on va accompagner des gens sur un cycle de 4 mois. Avant, c'était sur 1 an, mais on s'est rendu compte que c'est beaucoup trop long. D'ailleurs, vous l'avez fait. 1 an, c'est trop long parce que quand tu fais la première session, on va parler de comment se créer son réseau. Les gens posent déjà des questions de comment faire de l'achat-revente, comment faire de la colocation. Et donc, on a réduit ça maintenant sur 4 mois. C'est assez intensif, c'est un dimanche sur 2. Et là, par contre, on aborde, vous pouvez le témoigner mieux que moi, on aborde toutes les thématiques de l'immobilier, comment acheter en société, comment gérer ses travaux, comment faire financer, comment faire des leviers, comment enchaîner. Et moi, je partage toujours en étant très transparent, comment j'ai réussi, en fait. Tout simplement, il n'y a pas de secret, il faut juste beaucoup travailler et avoir quelques petites stratégies à mettre en place. Et donc, Imo Academy, on a plus ou moins une session par an. Et donc là, la prochaine, elle commence en mars 2025. Donc voilà, il y a encore de la place. Si certains veulent venir nous rejoindre. Et donc, ouais, ça c'est génial parce que, vous le savez, ça a créé une communauté. 100% des participants ont acheté quasiment un bien dans l'année. Donc, le taux de réussite est incroyable. Et contrairement à un coaching, c'est pas je t'accompagne sur un bien, c'est on s'accompagne l'un l'autre pour t'apporter un petit peu tous les questionnements que tu pourras avoir sur l'immobilier dans toutes les thématiques. Quand tu avais un participant qui prenait un coaching pour acheter un bien pour le mettre en colocation, on n'abordait jamais le volet Airbnb, achat en société et tout ça. Là, ici, il y a tout qui est dedans. Donc, si tu veux faire un achat en société, tant mieux, on va t'expliquer comment faire. Tu auras tous les documents pour pouvoir créer ta boîte. Si finalement, tu veux faire un Airbnb et que tu te rends compte lors de ton projet que c'est mieux de faire une coloc, tout est expliqué dans Imo Academy. C'est vraiment... C'est très chouette et c'est des cours en présentiel. Ça, c'est très important. Ouais, c'est bien. Ouais, après Covid, on voulait absolument revoir des gens. Et là, j'ai hâte de faire peut-être certains séminaires, peut-être différents. J'ai le plus envie de faire des genres de after-work, un truc où il y a moins d'organisation, peut-être moins de blabla, mais beaucoup plus d'échanges. Quand je faisais des séminaires, pendant 4 heures, je parlais, les gens trouvaient ça génial. Après 4 heures, tu voyais quand même que certains commençaient à bâiller. Donc, je ne sais pas si c'est parce que c'était inintéressant ou parce que c'était un petit peu trop long. Mais là, j'ai envie d'un truc simple. Je privatise un endroit. Les gens payent leur consommation. J'ai pas du tout l'envie forcément de faire du bénéfice là-dessus. Mais on est peut-être 40, peut-être 100, peut-être à un moment 200 à discuter d'immobilier. Il y a un mec qui a jamais investi, mais qui en rêve et qui a peut-être 19 ans et qui a hâte d'acheter. Et en fait, il est en train de parler avec un mec qui a peut-être 150 maisons, qui est, un multimillionnaire et qui est venu avec sa belle Maserati devant. Et moi, c'est ces gens-là, je veux qu'ils discutent. C'est vraiment... Moi, c'est ce qui m'excite dans les rencontres. On parle souvent du réseau, que c'est super important. Et clairement essentiel, en fait, pour tout. Pour avoir des accès, pour avoir des biens off-market, pour
ne pas faire d'erreur. J'ai un très bon ami, Patrick, c'est vraiment un de mes meilleurs potes, qui est dans l'immobilier. On s'est rencontrés grâce à l'immobilier. Très régulièrement, on s'appelle sur des biens que chacun on achète, dit qu'est-ce que tu penses de ça, ça, ça. Et on s'est déjà dit l'un à l'autre. Moi, je me rappelle récemment, je dis à Patrick, mec, là, je sens que tu as l'achat, mais n'achète pas ça. T'es trop là dans il faut que j'achète un truc. Il avait fait toutes ses reventes, donc il avait une belle plus-value. Et en fait, en faisant ses calculs, il dit, ah ouais, ça c'est bien. Mais ce réseau lui a permis de peut-être pas acheter une erreur, quoi. Ça lui a pas coûté une erreur. Et à l'époque, Patrick, comme moi, était tout seul dans sa chambre à faire ses petits calculs sur son Excel, quoi. Et ça a changé. Mais je te rejoins complètement, le réseau. En termes d'opportunités, ça va te faire gagner du temps, de l'argent. Et aussi, c'est pas forcément sur du court terme aussi. Non. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui, dans 6 ans, va te ramener une opportunité où il va y avoir quelque chose va se passer et tout. Donc, moi, je prends un exemple. Gauthier, mon associé, il y a 4-5 ans, quand on s'est rencontrés, ça a généré des réseaux. Et maintenant, c'est avec lui que je fais quasiment tous les achats-reventes en société. Lui aussi a créé un projet à Bali. On voyage tout le temps ensemble. On fait plein de trucs. Sans ce réseau, ce ne serait pas un de mes amis. Il habite Bruxelles, j'habite Liège. À l'époque, sortait pas forcément dans les mêmes endroits. On se serait jamais croisés. Et là, maintenant, c'est vraiment c'est tic et tac. Autant en soirée que dans le business, on fait plein de choses ensemble. Le réseau, c'est super important. Et alors, un autre truc aussi, là, on en parlait juste avant que le podcast commence. Je viens d'acheter 2 montres de luxe. Je viens d'en commander, en tout cas. Et c'est difficile, tu sais pas rentrer dans ce genre de truc. Grâce à un contact qui a une expérience de dingue dans les montres de luxe, j'ai réussi à me mettre sur des listes de montres où tout le monde me disait tu passeras jamais. On va dire la marque, c'est Patek Philippe. On m'a dit tu ne pourras jamais rentrer sur une liste pour certains modèles parce qu'il faut en avoir acheté quelques-unes avant. Là, les gars, j'ai court-circuité tout le monde. Mais pas grâce à moi, grâce à mon réseau. Et mon réseau, c'est une personne, un ami que j'ai rencontré au Mexique, qui est français, qui est venu avec moi à Bruxelles, qui a utilisé tout son charabia, qui connaît tout sur les montres. Et à la fin, le gars dit pas sans problème, mais j'accepte de vous mettre sur la liste. Et là, on sort de là et dit putain, mec, t'as réussi à me mettre sur une liste. Et ça, c'est le réseau aussi. Bien sûr. C'est un peu du copinage et c'est un peu tout ça, quoi. C'est vrai que de base, les gens, ils ont un peu du mal avec tout ce qui est pistonnage parce que le réseau, c'est un peu ça, je trouve. Tu vas connaître quelqu'un qui va t'aider vite ou autre. Mais moi, je trouve que pas de démérite justement à utiliser son réseau et faire un petit peu de... Non, et en plus de ça, je trouve que c'est plutôt bienveillant. C'est pas comme en politique où on va essayer peut-être de mettre son fils à des bons postes bien payés, des choses comme ça. Ici, les réseaux, là, en l'occurrence, donc Romain qui m'a fait rentrer chez Patek Philippe, c'est pas au détriment de quelqu'un d'autre. À la base, on ne rentre pas sur ces listes-là, où il faut être connu. Moi, je suis pas connu, lui, moins. Plus que moi, mais c'est pas non plus le plus gros client. Je me suis pas mis sur une liste pour prendre la place de quelqu'un. Donc, copinage, oui, mais dans une mesure où c'est pas au détriment de quelqu'un. C'est pas comme si l'urbanisme m'appelait demain dire voilà, monsieur Schmitz, juste pour votre information, cet immeuble-là est en infraction, on va mettre un petit PV. Voici les coordonnées du propriétaire. Ça, pour moi, c'est du copinage que je déteste. Et c'est ce que je déteste dans l'administration de façon générale, avec les notaires particulièrement. Il y en a un à Liège qui est très, très bien réputé pour un peu saisir certaines affaires avec peut-être des hommes de paille, des choses comme ça. Ça, je déteste ce genre de copinage. Parce que là, c'est plus du réseau, c'est des escroqueries, quoi. Mais sinon, non, tu t'entends bien avec quelqu'un, il n'y a pas de raison. Demain, je sais pas, moi, vous venez à Liège, vous voulez un bon resto, je vais vous recommander quelqu'un que je connais, qui a un restaurant et que je sais qui est bon. C'est pas du copinage, c'est du réseau, quoi. Je partage ce que je connais, mais vous n'allez pas prendre la place de quelqu'un d'autre dans son restaurant. C'est gentil. Voilà. On fera ça. Et du coup, tu parles montre, donc ça veut dire qu'un peu diversifié. Ouais. Et tu t'intéresses à quoi? T'en as déjà Alors, j'ai déjà acheté quelques montres de luxe suite à une conférence que vous avez donnée l'année passée. Je ne sais plus le nom de la conférence, mais en gros, il y a un gars qui était venu parler de l'importance de mettre de l'argent un petit peu dans les montres. Moi, j'ai acheté de l'immobilier, et j'ai des sociétés, j'ai acheté de la crypto. Là, c'était tout naturellement que ça arrivait de dire ok, est-ce que j'achèterais pas des montres? J'y connais rien, je me suis un petit peu formé. Comme dans tout, j'ai commencé petit. Ma maison à 48 000 €, j'ai commencé petit. Là, j'ai pas acheté la plus grosse Rolex à 140 000 balles. J'ai pris une des moins chères que j'ai eu du mal aussi à avoir. Mais encore une fois, Romain, merci Romain, a réussi à me faire rentrer chez Rolex. Et donc, maintenant, je suis chez eux. Je connais bien la vendeuse. Elle me suit sur les réseaux sociaux. Elle commente la plupart de mes posts Instagram quand je suis à l'étranger parce que c'est une passionnée de voyage. Je sais que j'ai certains privilèges. Si demain, je veux recommander chez elle. Donc, j'ai commandé, quelques Rolex. Mais par contre, paradoxalement, ça ne m'excite pas. Je ne suis pas heureux, quoi. Quand j'ai été chercher ma première Rolex, c'était vraiment comme si les Arabes m'avaient appelé et dire voilà, monsieur Schmitz, votre t-shirt est arrivé, quoi. Et c'est limite des fois perturbant parce que je me rends compte que c'est pas un domaine. Je viens pas d'en haut, moi. Donc je viens d'en bas.
mes parents, je leur ai montré la montre. Elle est géniale. Alors, ils sont cool. Ils n'ont aucune idée de ce que ça coûte. Mon père m'a demandé par curiosité. Il me dit, ah ouais, là, tu vas fort. Et pourtant, c'est une des moins chères, la première Rolex que j'ai achetée. Mais, et donc, voilà, donc la mettre au poignet, je suis pas... Voilà, dans certains trucs, peut-être avec vous, dans certains groupes. Si une fois, il y a encore une conférence sur l'immobilier, ma Patek Philippe, je vais la mettre, bien évidemment. On est là-dedans, on peut le faire. Mais ça ne me rend pas plus heureux. Alors que l'immobilier, ça me rend vraiment heureux. Je suis heureux d'avoir une clé à mon porte-clés, tu vois. Ça, c'est mon truc. Alors que c'est pas palpable, les gens ne voient pas mon parc immobilier. Alors par contre, ils voient ma belle montre et ma belle voiture, tu vois. Mais les montres, ça m'excite moins, quoi. Mais je vais continuer d'en acheter, hein. Oui, bien sûr. J'en ai quelques-unes en attente, là. Et crypto, t'as investi en crypto? Ouais. Et à l'époque, j'avais une stratégie. On m'a toujours dit, à l'époque, j'avais un peu travaillé dans l'assurance aussi. Il ne faut pas mettre directement des grosses sommes, il faut avoir une récurrence. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais 10% de mes revenus tous les mois en crypto. Et j'avais aussi un Airbnb, et l'argent de l'Airbnb allait dans la crypto. Donc, j'ai mis quand même beaucoup d'argent. Sur un an et demi, ça a quand même pesé beaucoup, beaucoup d'argent. Sauf que j'y connais encore une fois rien en montre, j'y connais rien en crypto. Ça, c'est un petit peu, je pense que tout le monde le sait, un peu cassé la gueule. J'ai rien retiré parce que j'avais pas besoin d'argent. Et comme on dit, l'argent comme en crypto, c'est de l'argent qui est prêt à être perdu. Sauf que j'étais pas prêt à le perdre. Donc, il est toujours là. Quelques-uns que j'ai un peu retirés. Mais par contre, j'ai arrêté d'alimenter le compte. Et je pense que c'est aussi peut-être une erreur, hein, c'est quand les gens, entre guillemets, s'affolent qu'il faut investir. Hein. En tout cas, c'est comme ça dans l'immobilier. Là, non, je me suis affolé en même temps qu'eux, j'ai arrêté de mettre de l'argent. Par contre, j'ai pas retiré mes billes, sinon je perdais somme d'un petit immeuble qui cramait, quoi. Ouais. Ça, j'ai pas retiré. C'est bien, au moins t'es resté. Là, je suis toujours dedans, mais j'ai beau analyser mes graphiques, c'est pas mon domaine, quoi. Donc, j'investis un petit peu dans tout pour me dire que voilà, je suis pas con et je dis pas non, je reste que sur l'immobilier, mais ça m'excite moins, quoi. On le voit avec ton sourire, hein, quand tu parles d'immo. Ah oui. Il revient tout de suite. Voilà, le non-verbal ne trahit jamais. Mais oui, et alors la suite, ce serait quoi? Dans quoi est-ce que j'ai envie d'investir? Il y a bourse, il y a... Bourse, encore une fois, c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Peut-être qu'à un moment, je vais me former là-dedans. Ou là, récemment, j'ai été approché par une banque privée qui veut que je passe certains capitaux, qui propose un peu des trucs. On va voir. Je suis pas emballé par ça. Et encore une fois, s'il faut bloquer, je sais pas, pour dire à prix 500 ou 1 million d'euros, ça va me faire chier de me dire que ça va peut-être me rapporter du 7% par an, alors que moi, avec 1 million, j'enlève 10 en immobilier. Donc, ouais, non, je sais pas. Là, je vais acheter une belle supercar, mais c'est pas dans un but d'en faire une plus-value dessus. Là, c'est un petit peu un rêve de gosse qui se réalise. C'était pas le modèle que je voulais, mais voilà, il a évolué. Il a un peu moins tapé à l'œil. À l'époque, je voulais une Lamborghini bien orange cabriolet. J'ai dit, waouh, je l'ai loué une fois, plus jamais. Je veux ce genre de truc en Belgique. Les gens sont des malades avec ce genre de véhicule. Un mec qui a sauté devant moi et qui a arrêté la voiture, j'étais à 70 à l'heure, juste pour prendre une photo, quoi. Et je dis, mec, si je suis sur mon téléphone ou si je regarde un oiseau, je t'ai écrasé, quoi. Et un autre mec qui m'a suivi pendant 20 minutes, je dis, non, c'est pas pour moi ce genre de voiture. Donc j'étais plus discret. J'ai pris une Aston Martin. C'est plus subtil. Couleur noire. Elle est full black, donc c'est discret. Non, mais c'est bien. T'as parlé voyage, justement. Ouais. Comme quand t'as fait le tour du monde. En grande partie. Ouais, en fait, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps, je veux dire 7-8 ans. Et je sais pas pourquoi, j'adore cet esprit, cette envie de liberté. Et pour moi, il n'y a pas d'autre mot quand on parle de liberté que faire un tour du monde, aller voir ce qui se passe ailleurs. Et je voulais pas le faire seul, donc j'attendais d'être dans une relation stable, où mes activités marchaient bien et pouvaient, entre guillemets, fonctionner sans que je sois totalement présent. Et là, on a commencé donc fin 2023 un tour du monde. On avait fait Bali, Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Laos, Polynésie française, d'autres. On a fait le Canada, on a oublié le Vietnam, les autres pays, et les États-Unis. Et puis on retourne à Bali pour la livraison de la villa. Et c'est un bonheur sans nom, mais je me suis également rendu compte à quel point j'aimais mon pays, quoi. Pour partir 1 an, parce qu'à la base on devait partir 1 an et pas revenir, là on est revenu 2 fois. Enfin, dans le voyage, on partait 4 mois, on revenait plus ou moins 1 mois. Il faut soit de pas avoir d'amis, soit de pas être très sociable ou détester son pays. Moi, j'ai jamais voyager pour fuir quelque chose, donc pour fuir plutôt quelque chose, et ça c'est trop bien de rentrer en Belgique. Des fois les gens comprennent pas, hein. Je reviens de 2 mois au Canada et dis ah putain c'était bien, je suis content de rentrer, je vais pouvoir remanger des voilà, c'est vrai, en plus chaque fois que j'arrive en Belgique il pleut, mais je suis tellement content de remanger des boulets liégeois avec des frites, tu vois, rien que ça. Et puis je sais pas, moi j'adore ma ville, j'adore mon endroit, j'adore revoir mes amis, et donc ouais, ce tour du monde, alors j'ai pas fait tout, j'ai pas eu l'occasion de faire l'Afrique, j'ai pas eu l'occasion de retourner au Mexique et tout ça, le temps, on a préféré, au début on voulait faire un maximum de pays, et puis on s'est rendu compte que déjà c'est
très chronophage de faire du voyage parce que tu as des check-in, tu as des check-out, il faut louer une voiture, puis il faut reprendre un avion, il faut reprendre une grosse quand même organisation, on se rendait pas compte à ce point-là. Et là, l'objectif, c'était vraiment ce moment de se dire, on est bien, est-ce qu'on resterait pas plus longtemps? Donc le Canada, à la base, on avait prévu de faire 3 semaines, on a fait 2 mois. C'était près de où? Alors, on a fait beaucoup. Donc, on est parti en camping-car, on a fait tout Vancouver, tout Vancouver, toutes les parties, la partie parcs nationaux. Puis de là, on est reparti en avion, on a été à Toronto, et puis on a fait toutes les parties là-bas vers Québec. Là, on a loué une voiture, je sais pas combien d'heures on a fait de voiture. On n'en pouvait plus, la fin, ça devenait vraiment, vraiment chiant. Et on a terminé à Montréal, et en fait, c'est la ville qu'on a préférée. Et on s'est dit, si on avait su, on serait resté plus longtemps à Montréal. Et en tout, on a fait 2 mois là-bas, alors qu'à la base, oui, c'était 3 semaines max. Mais voilà, on aimait bien. C'était cool. Et puis on est revenu en Belgique pour se reposer un mois. Puis j'avais des affaires aussi quand même à finaliser parce que je m'étais pas promis, parce que j'essaie de tenir mes promesses, mais je m'étais dit que je ne ferais pas d'investissement l'année où j'étais à l'étranger. Et pas possible. Non, c'était plus fort que moi. Et puis j'aime bien. Et puis encore une fois, quand on m'appelle pour dire là c'est la pépite, l'euro, il faut acheter, ok, fine, j'y vais quoi. Donc j'ai acheté quelques immeubles pendant mon tour du monde. Et tu repars bientôt d'ailleurs. Et là, je repars dans 3 jours pour les États-Unis. Et là, on va rester plus ou moins 2 mois. Ok. Et là, on fait toute la côte ouest. On va à San Francisco et puis on redescend. Et l'idée, c'est de faire. C'est déjà fait, c'est réservé. On fait le Nouvel An à Las Vegas. Je sais pas vous, mais moi, chaque année, je m'emmerde pour le Nouvel An. On sait jamais qui fait quoi. Ou si il y en a un qui organise. C'est toujours la même personne qui va faire toute la bouffe et tout. Et quand tu vas en soirée, tu te fais vraiment niquer par les prix parce qu'on t'arnaque et t'as rien. Enfin, à chaque fois, j'en ai eu marre. Et donc, maintenant, je me dis chaque année, je fais le Nouvel An à l'étranger. Cette année, c'est dans la sphère. On a réservé le concert d'Anima pour le Nouvel An à Las Vegas. J'ai trop hâte. Ah, c'est cool. En plus, je me rappelle de la discussion qu'on avait eue avant que tu parles. Tu disais, j'ai envie de faire le tour du monde et tu te posais encore 1 ou 2 questions. Et tu n'étais pas encore sûr. Et au final. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est dur de se dire à un moment, tu mets tout en off et tu pars. Moi, j'ai quitté ma maison et je l'ai vendue. Donc là, je suis en Belgique là, pour 1 mois. Je suis SDF multipropriétaire, tu vois. Donc j'ai plus de... Là, je suis en train d'acheter un nouvel appartement dans lequel on va habiter, mais je suis revenu pendant 1 mois, j'avais pas de mon logement, quoi. Là, toutes mes affaires sont encore chez mes parents. Et donc, pas que je vis comme un mec de camping, mais je vis avec très peu de vêtements, je vis avec très peu de choses. Tous mes accessoires de bureau, mon imprimante et tout ça, sont toujours dans les caisses. À la base, je partais 1 an, je revenais pas. Donc là, j'ai dû trouver un peu des stratagèmes. Ce voyage m'a aussi ouvert les yeux sur le fait que j'avais pas besoin de grand-chose. Moi, ça me dérange pas d'avoir que 3 pantalons, ça me dérange pas d'avoir 10 t-shirts différents. Non. Alors, je serais vraiment très content de récupérer ma garde-robe, mais j'étais pas au point de dire je rentre en Belgique, je vais réouvrir tous les cartons parce que là, chez mes parents, j'ai une chambre remplie avec mes affaires. Je vois mal commencer à tout vider pour aller rechercher 4 pantalons et des pulls. Non, je suis très content. D'ailleurs, si vous suivez mes stories, souvent vous allez vous dire mais ils s'habillent souvent pareil. On a fait le choix de voyager très très léger. On a juste un sac à dos et une petite valise à main, quoi. Et c'est le bonheur, quoi. À Bali, par exemple, c'est le moment le plus marquant. C'est qu'à un moment, on prend un scooter, on dit viens, on fait le tour de l'île, quoi. Tranquille, on n'a pas de valise, on a un petit sac à dos et on fait le tour de l'île. Et on est parti 10 jours. Alors, je suis pas en sac à dos, genre, on va pas dans les auberges de jeunesse et tout ça. J'ai quand même 34 ans maintenant, donc j'ai besoin et une envie d'un certain confort. Mais par contre, cette liberté de dire ok, là, on peut prendre un avion. On n'a jamais payé un bagage cabine en avion. Et puis, je pense aussi, et c'est peut-être ça la discussion qu'on a vue à l'époque, pas que je voulais fuir quelque chose en Belgique avec ce tour du monde, mais je commençais un peu à perdre les pédales au niveau boulot. Je faisais trop de choses. On n'en a pas parlé, mais j'ai fait de la télé aussi. Mes réseaux sociaux, j'ai été démarché par une productrice pour avoir une émission où on parlait d'immobilier sur LN24. Donc, je faisais les séminaires, Imo Academy, je faisais encore des coachings individuels. Je continuais à investir en privé et en société. Il y avait la télé, même si ça ne me prenait pas énormément d'heures, c'était une source de stress que j'avais plus jamais eu. En fait, il y a 10 ans que j'ai plus autant stressé de ma vie devant des gens. J'ai fait des émissions en direct, c'était pas du tout prévu non plus dans le contrat à la base. Et je me suis retrouvé à faire 7 émissions en direct pour Batibo. Waouh, challenge de fou. Et à un moment, j'ai dit waouh, mais pourquoi je fais tout ça? Tu as fait ton livre aussi. Ah oui, j'ai écrit un livre aussi, ça que j'ai fait en 1 an, qui était assez long, et je voulais vraiment me mettre, je ne vais pas dire à nu dedans, mais on apprend quand même pas mal de choses dedans. Je parle un peu plus de ma vie privée de ça, pas que l'investisseur qui a réussi, c'était également le gamin qui s'est foiré et qui a pas mal de manque de confiance en lui, on va dire ça. On mettra le lien du livre. Ah, avec plaisir, franchement. C'est super chouette. Une petite photo. Tu sais que des fois, je relis des passages et moi-même, je suis ému de ma propre histoire. Ça me remet dans le contexte. Moi, je me rappelle, j'ai passé des heures d'avion, forcément, et j'écrivais, puis on atterrit, j'ai fait 8 pages, quoi. Mais 8 pages, pas de livre, 8 pages A4.
Et puis finalement, on a dû un peu trier tout ça, parce que sinon, c'est plus un livre, c'est une Bible. Mais c'était très, très chouette. Et là, justement, je pense que c'est ça la conversation qu'on avait eue, c'est de dire, je suis libre financièrement. Je suis arrivé là bien au-dessus des objectifs que je m'étais fixés, financiers en tout cas. Je suis libre, je peux voyager où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et putain, il y a tellement de choses que j'ai quand même mis en place par passion, mais ça devient un peu une prison dorée. Et là, je dis, OK, la meilleure façon de lever le pied, j'ai toujours fait tout à la 1000 à l'heure, j'arrête tout d'un coup, quoi. La productrice, je suis désolé, mais je vais pas signer avec vous pour une prochaine saison. Donc l'émission, malheureusement, s'est arrêtée. Les coachings, j'ai dit à tout le monde, voilà, je reprends plus de nouveau. Et là, il y a plein de gens frustrés qui étaient limite sur liste d'attente. Donc ça a été un petit peu. Et là, certains ont été à la concurrence parce qu'il y avait des bons marketing. Mais bon, c'est le jeu. Imo Academy, c'est Gauthier qui a repris totalement une des sessions tout seul. Il y a que Investir où je me suis rendu compte que là, c'est pas ça qui me prenait le plus d'énergie mentale, en tout cas. De temps, oui. Mais psychologiquement, c'était pas le plus dur. Donc je crois que c'est ça peut-être la conversation qu'on avait eue. J'étais peut-être un peu paumé de me dire je fais trop de trucs, j'adore tout ce que je fais, je sais pas trop choisir. Et là je suis en train de rentrer et je me sens vachement plus équilibré entre ma vie privée, ma vie professionnelle et entre ce que j'ai envie de faire et ce que je suis capable de faire. C'est vrai que tantôt tu as parlé de liberté. Tu cherchais aussi la liberté financière, c'est un truc qui te... À l'époque c'était essentiel pour moi, ouais. Que ce soit de mes parents, de l'enseignement, quelque chose, j'ai toujours été très très autonome. Dès que j'étais en âge de pouvoir avoir un scooter, j'ai eu un scooter. Alors c'était des petits trucs pourris qui coûtait 1000 balles. Mais dès le départ, j'ai voulu avoir mon autonomie. Dès que j'ai pu avoir un vélo, j'ai eu un vélo. J'ai acheté ma voiture, j'ai acheté une première voiture. J'étais vraiment libre. J'étais un peu le Bob de mes potes. Et ça reste maintenant. Envie d'avoir un ULM, par exemple, mon petit avion. Et puis le bateau. Le bateau, l'achat du bateau, non, mais par contre, le permis, c'est en cours. On le fait début 2025. Mais l'ULM, j'ai fait une fois un baptême, et j'ai dit, mais putain, mais c'est ça que je veux, moi, je peux décoller ici. En fait, je me rends compte qu'il n'y a pas autant d'aérodromes qu'on imagine. Donc, si je veux venir vous voir ici, je suis quand même, entre guillemets, à 20 minutes, il faut quand même que je prenne un taxi. Donc voilà, c'est des fois des petits trucs comme ça. Moi, je veux un hélicoptère aussi. Enfin, quand j'étais plus jeune, je disais, quand je serai riche, je veux un hélicoptère. Et puis une fois, je me rappelle de la discussion, tu sais que tu peux pas te garer où tu veux avec un hélicoptère. Et là, j'ai dit, ah oui, c'est vrai en fait. Je peux pas me mettre dans n'importe quelle prairie. Bah non, tu peux pas. Et je veux plus d'hélicoptère. Des petits trucs comme ça, des rêves d'enfant où rien ne me semble inaccessible. Mais rien. Je sais qu'un jour, si je veux aller sur Mars, je pourrais aller sur Mars. Ça va peut-être coûter $250,000. Mais si je veux, je pourrais aller sur Mars. Par contre, je suis lucide. Je sais que demain, si je veux faire 10 cm de plus, je pourrais pas. Donc, je suis pas un mytho, un mec qui invente des trucs. Non, tout ce qui est réalisable, pour moi, est réalisable. C'est bien. Ouais. On s'est un peu éparpillé, mais... Bien, mais justement, voir grand et ne pas se limiter, ouais. Et des fois, c'est un peu le revers de la médaille à ça, de voir grand et entre guillemets de rendre tout accessible. C'est qu'à mon âge, j'ai que 34 ans, mais j'ai déjà fait tout ce que je voulais faire. Alors, il y a encore plein de choses que je veux faire, mais dans les rêves où je dis, ça c'est un challenge, ça c'est vraiment un but. Là, il n'y a pas un truc où je te dis, ça c'est mon prochain gros target, c'est ça. Et donc là, des fois, je me dis, merde, par rapport à mon entourage, mes amis, tout le monde, des fois, j'ai l'impression d'être blasé. Au fond de moi, je suis très content des fois quand je vais juste simplement au cinéma, mais des fois, voilà, j'ai eu des montres d'exception au poignet, j'en ai rien à foutre. C'est paradoxal. Il y a des gens qui seraient super heureux, qui la montreraient tout le temps comme ça. Dans les réseaux, je monte pas, j'ai pas les montres chez moi. Enfin, c'est pas... Donc voilà, des fois, c'est le revers de la médaille de pouvoir avoir tout ce qu'on veut. C'est vraiment se dire, qu'est-ce que tu as réellement, tu vois. Mais bon, j'ai pas me plaindre. Je préfère avoir cette vie-là que la vie de certains qui, du moins, savent pas manger, quoi. Et t'as un objectif là ? Honnêtement, arriver à garder c'est un objectif plus psychologique, à garder le même rythme privé professionnel que j'avais pendant mon tour du monde, mais en étant en Belgique. Si j'arrive ça, là, j'ai vraiment tout gagné. Et pas replonger en disant, ok, je suis rentré pour 6 mois, je vais relancer des trucs, je vais faire plein de bazar, et ça va me reprendre 10 heures par jour. Ça, c'est vraiment peut-être le plus gros challenge maintenant, c'est d'arriver à me gérer entre ce que j'aime faire, ce que je veux faire, ce que je sais faire, et pas tomber dans le travers de retravailler sur son PC le soir, même si c'est plaisant. Là, à la limite, je préfère m'endormir devant un film Netflix, alors qu'avant, je t'aurais dit, ouais, c'est fait pour les nuls. Maintenant, je serais content d'avoir un équilibre entre une vie professionnelle et une vie privée. Non, c'est bien. Ouais. Elvis ? Si on te donnait 100 000 euros, ouais, vas-y. Investir. Montre d'abord. Peu importe dans quoi ? Peu importe dans quoi, comment tu l'investirais ? Alors, tu le fractionnerais ? Ouais. Alors, je commencerai directement pas faire les erreurs que j'ai fait auparavant. J'achèterai un petit bien, ça c'est ce que j'ai fait. Je financerai le maximum, totalité des travaux, tout ça. Moi, les travaux, je les avais financés en fonds propres, ce qui m'a bloqué pour la suite de mes investissements. Sur 100 000 euros, je commencerai par un petit projet. Je vais prendre ma région, petite maison à rénover, peut-être sur Serein, Ougré, des gros quartiers comme ça qui commencent à monter. Et il y a encore pas mal de maisons en dessous de 150 000 euros.
la banque va demander un apport entre 25 et 30 000 euros max. Par rapport à ça, il me reste 70 000 euros. La maison, je fais tout ce qu'il faut pour qu'elle ait une certaine plus-value. Sur ces 70 000 euros qui restent, peut-être s'acheter, si on veut vraiment diversifier, peut-être une Rolex. Il y a plus ou moins un an et demi d'attente, si on arrive à se mettre sur une liste. Romain. Voilà, mais Romain a réussi à me faire rentrer, mais j'ai quand même attendu. Pour moi, ça arrive un peu moins d'un an, mais là, j'ai commandé une deuxième et qui est partie pour un an et demi. Et donc, c'est-à-dire que tu as toujours ces 70 000, mais tu sais que peut-être fin d'année, il va falloir sortir peut-être 10 ou 15 000. Mais quand tu as un objectif, tu sais que tes 70 000, il va falloir recréer 15 000. Et puis, avec les 70 000 qui restent, ou les 60 000 si on enlève la montre, j'essaierai d'acheter un petit immeuble de plusieurs unités, encore une fois, à rénover, pour bien faire, ou qui est mal loué. Moi, j'achète toujours des problèmes, et c'est là où je pense que je fais des énormes plus-values. Moi, j'ai pas peur d'acheter des immeubles squattés. En infraction urbanistique, maintenant que j'ai un peu d'expérience, je sais ce qui peut passer, ce qui ne peut pas passer. Et alors aussi des bâtiments qui sont soit abandonnés ou complètement saccagés par les locataires. Moi, j'arrive à avoir le volume, et ça, c'est ce que je conseillerais vraiment à tout le monde. Ne regardez pas l'état, regardez ce que vous achetez, quoi. Les murs sont là, le locataire va pas partir avec les murs. Il peut peut-être casser la cuisine et casser la salle de bain, mais il va pas pouvoir casser les murs. Et au pire, ça se refait. Et donc, avec ces 60 000 euros qui restent, j'essaierai d'en dépenser 50 pour un petit immeuble et pas dépasser les 220 250 000 euros de prix d'achat pour que les 50 000 soient suffisants pour acheter. Et je garde 10 000 euros au cas où. Même si c'est un conseil que je donne, mais que j'ai jamais appliqué. Tout l'argent que j'avais au départ était réinvesti. Au début, j'investissais même les cautions de mes locataires tellement j'avais pas d'argent, quoi. Donc, je disais aux locataires, non, les cautions, c'est sur mon compte parce que j'ai pas du tout confiance au système, parce que les locataires sont beaucoup surprotégés en Belgique. Mais c'est surtout que dès que tu as 10-15 locataires, tu as vite une caution de 15-20 000 euros qui sont sur un compte. Et ces 15-20 000 euros dans un projet, c'est très important. Par contre, il faut avoir suffisamment d'intelligence que si demain il y a un locataire qui s'en va, il va falloir savoir les ressortir rapidement pour pas bloquer le locataire. Donc maintenant, je joue plus du tout avec les cautions des locataires, rassurez-vous. Mais à une époque, c'était essentiel, quoi. Donc voilà, avec 100 000 euros, je ferais ça. Premier bien, un gros truc à totalement rénover, un petit truc d'investissement, soit 10 000 en crypto ou 10 000 dans une montre, qui prendra la valeur de toute manière quand elle sera acquise, et réinvestir 50 000 dans un immeuble, et je garde 10 000 au cas où, parce qu'il y aura toujours des imprévus. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon investisseur ? Peu importe le marché. Peu importe le marché, le gars qui va se renseigner, qui va vraiment être dans un réseau proche ou éloigné. Tu peux être dans un groupe d'investisseurs et écouter ce qui se passe autour de toi pour te former, mais tu peux également être proche d'un agent immobilier. C'est ton petit réseau. C'est le gars qui peut te partager quelques deals. Savoir être un peu avant-gardiste. Il y a beaucoup de gens qui achètent dans des beaux quartiers. Et pour moi, c'est une grosse erreur d'acheter dans un beau quartier parce que il est devenu beau, donc là, il est à son prix. Il faut vraiment, des fois, pas avoir peur de miser sur des quartiers un peu plus populaires. Alors, ça me donne du tort, mais Serein, Ougré, Gemep, c'est vraiment ces quartiers-là, pour l'instant, à Liège, qui pour moi sont the place to be pour investir. Mais tu visites maintenant, tu as des rues complètement qui sont en chantier, tu as des rues complètement qui sont barricadées, toutes pourries. Ça vend pas du rêve. Mais par contre, si tu creuses un peu, et c'est là où il faut être un peu avant-gardiste, voir qu'est-ce que la ville met en place. Je ne sais pas combien de millions ils sont en train d'investir à Serein. Et quand tu creuses dans les dossiers, c'est très chiant à regarder, parce que c'est un truc de l'État, de la région Wallonne. Ils te font un bazar à Serein, un truc de dingue. Hein. Le parc. Les parcs, il y en a plein. Ils me parlent même, de mettre un port de plaisance. Donc il va y avoir des bateaux. Tu pourras venir avec ton petit bateau à Serein. Tu vois, mais si tu fais attention un petit peu à ça, tu as plein de maisons. Et puis, moi, je serais d'avis, je pense vraiment, on pourra en reparler d'ici, mais dans 5 ans, je pense que les maisons auront pris, je ne serais pas étonné qu'elles prennent chacune en moyenne 40% de leur valeur. La maison que tu achètes maintenant 100 000, qui après travaux va peut-être valoir 140 ou 160, je ne serais pas étonné qu'elle, quelques années, ça vaudra 250 sans aucun problème. Je ne serais vraiment pas étonné. Déjà maintenant, j'ai vu que le marché a évolué. Moi, la première fois que j'ai acheté sur Gemep, donc Gemep sur Insta, c'était en 2017. J'ai acheté une maison 33 000, je l'ai revendue 145. Avec 15 de travaux. Encore une fois, la maison n'était plus habitée depuis je ne sais pas combien d'années, et ça s'est revendu assez rapidement. Mais par contre, j'ai fait un truc super beau, quoi. C'était la deuxième maison qu'on avait achetée en couple. Et là, elle a été revendue, je crois que c'était 2021, 2022. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais bien après l'avoir achetée. Et c'est des prix. Tu ne trouveras plus de maison maintenant à 33 000 euros. Mais maintenant, par contre, on en trouve plein à 100 000. Mais on se revoit dans 2 ans, tu ne trouveras plus de maison en dessous de 100 000 euros. Et dans 4 ans, il n'y aura plus de maison en dessous de 120 000. Et puis ça va monter. Et le parc est en train de monter comme ça. Et pour des loyers qui sont quand même super intéressants. Souvent, les gens pensent qu'à Ougré, Serein, c'est des loyers à 150 euros.
C'est totalement faux. C'est aussi des 6, 7, 8, 900, 1000 euros. Moi, j'ai un appartement duplex là-bas qui est loué 1050 euros par mois. C'est le même prix que ce que je loue les appartements à Liège, quoi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, quand on parle de loyer. J'ai récemment visité un immeuble de 5 appartes. Il y a un des locataires qui est là depuis 1987, un truc comme ça. Le mec qui paye 62,50 euros de loyer. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et je lui dis, vous êtes quand même bien conscient que si j'achète l'immeuble, moi je vais faire des travaux, je vais devoir virer tous les locataires. Il me dit, vous ne tracassez pas, je compte aller vivre en France. Et je dis, que lui, il va jamais retrouver un loyer à 62,50 euros. Ouais, alors c'est un studio, le truc il fait 40 mètres carrés. Mais un mec en France. Voilà, c'est ça. Petite maison, en fait, il va louer une prairie ou j'en sais rien. Mais quand j'ai vu ça, je dis, ouais, et là c'est Liège centre, hein, centre. Mais donc c'est-à-dire tes propriétaires, voilà, qui suivent pas leurs biens, qui n'indexent jamais. Donc le mec, il était peinard, quoi, tranquille. Et à l'inverse, t'as dit, depuis combien 1900 c'est un peu plus jeune que moi. Donc moi, je suis en 1989, donc 1987 qu'il est dedans. Donc ça fait 36 ans. C'est là que tu te dis justement que parfois c'est intéressant aussi de se poser et d'investir parce que le nombre de personnes qui louent depuis 30 ans. Ouais, à 62 euros, les propriétaires n'ont pas gagné beaucoup. Ouais, mais par contre, ils ont fait cette erreur de ne pas indexer, d'être trop gentils et tout ça. Des fois, il y a des locataires qui m'insultent parce que j'indexe. Pas mes locataires que moi j'ai choisis. Quand j'achète un immeuble, là j'en ai eu un rue Saint-Gilles, donc dans l'hypercentre de Liège, j'achète. Je fais connaissance avec tout le monde. Bonjour, nouveau propriétaire. Voilà, on va vous envoyer un petit mail, un truc explicatif pour vous dire que c'est sur mon compte qu'il faut payer le loyer. Tout ça, c'est une agence qui gère tout ça. Mais sauf que moi, je dis, on va également indexer tous les loyers. Il y en a qui n'étaient plus indexés depuis 4-5 ans. Sauf qu'entre-temps, il y a le Covid, des indexations à 10%. Celle qui était à 425 est passée à 673 ou quelque chose comme ça. Enfin, je comprends, le gap est vraiment assez important et malheureusement, c'est triste. Et là, la fille, elle m'a insulté. T'es un escroc. T'es là que pour l'argent, c'est scandaleux, tu devrais aller en prison. Enfin, je ne me suis jamais fait incendier comme ça. Et j'ai dit, ok, vous avez fini? Je peux discuter? Plutôt que m'insulter moi, envoyer un petit message à l'ancienne propriétaire pour la remercier de ne jamais avoir indexé vos loyers. Le problème, c'est pas moi. Moi, je fais ce qui est légal. Et là, vous êtes un appartement 3 chambres, 100 mètres carrés, elle paye 425 euros. Il faut arrêter, quoi. Donc, je comprends qu'elle ne va pas retrouver quelque chose facilement demain. Finalement, elle a trouvé, elle est partie dans un logement social. Mais j'ai remercié votre propriétaire, envoyez-lui des fleurs, faites quelque chose. Mais c'est pas moi que vous devez insulter parce que moi j'applique juste. C'est le marché, quoi. Voilà, donc des fois oui, avec des locataires, surtout quand on rachète des immeubles, c'est des fois un petit peu compliqué, quoi. Mais c'est le jeu. Encore une fois, c'est des problèmes qui sont. Il y a plus désagréables à régler, hein. Moi je préfère régler un problème avec un locataire que d'aller passer, je sais pas moi, à creuser des tranchées pour le nouveau tram à Liège. Quand il pleut, tu vois qu'ils mettent leur petite baouette là pour pas être mouillé. Oh non, pas pour moi tout ça. Pour ça, ces gens-là, pour moi, sont vachement plus courageux que moi. Visite insolite ou... Une visite insolite. J'en ai parlé sur mes réseaux, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. J'ai visité un appartement satanique. Ouais. Alors, tu rentres dans le truc, c'est un musée. C'était ça ta story? Ouais, c'était une story, j'en avais fait même faire un réel tellement il fallait que ça reste. En fait, c'est glauque à mort parce que t'as des têtes de mort au mur. En fait, t'arrives déjà dans le couloir des communs, il y a du sang qui coule au mur. T'as une tronçonneuse qui pend, mais qui est attachée. Donc, c'est vrai, tu rentres vraiment dans un univers. Et là, c'est super anxiogène. Quand tu n'es pas habitué à ce genre de truc, l'agent immobilier, elle était pas à l'aise avec ça. Elle me dit, voilà, j'aime pas du tout, c'est du off-market. J'ai pas envie de mettre ça sur les réseaux. J'ai pas envie de vendre ça. Enfin, j'ai pas envie de faire des visites avec ça. Donc, t'es le premier dessus. Finalement, on n'était que 2. Et c'était glauque à mort. Ouais. Et donc, et tu rentres et tu te dis, mais imagine cet endroit, le soir, ou je sais pas quoi. Là, on visitait en pleine journée, donc il faisait jour. Tout le plafond, il avait remis de l'aluminium sur tout le plafond. Et chaque fois que tu rentrais dans une pièce, déjà, tu pouvais rien toucher parce qu'il y avait des trucs partout. Mais c'était, Jack l'Éventreur, des trucs, c'était glauque. Ouais. Et c'est le propriétaire qui vivait dedans? Non, c'est un locataire. Ouais. C'est un locataire qui vivait dedans. C'était très beau pour ce que c'était. Alors moi, je veux pas ça chez moi et à la mi monte ça, je vais lui demander si tout va bien, tu vois. Mais c'était super bien entretenu. Je comprends que la visite, c'était pas à l'aise quand tu visites ça, quoi. Si t'as un petit peu peur, je sais pas moi, de la magie noire ou quoi, rentre pas là-dedans. Tu vas sortir, tu vas te sentir ensorcelé, ça c'est sûr. Non, c'était. Donc ça, c'est vraiment une anecdote particulière. C'est waouh. Sinon, une autre anecdote que j'ai aussi avec un participant, un autre Gauthier, donc pas mon associé. Il voit un immeuble à vendre à Serein. Je sais plus le prix, mais intéressant sur papier. Il est marqué 3 appartements, pas de jardin, rien du tout. Enfin, on y va. Il y a finalement un garage en plus, qui n'était pas prévu, un beau garage avec une nouvelle porte sectionnelle et tout. Et 400 ou 500 mètres carrés de jardin. Mais sauf que ça changeait tout. À la valeur du truc, on est sorti de là, je dis mec, si tu l'achètes pas, moi j'achète. Hein. C'était vraiment sur papier super chouette et c'était son premier investissement. Il a acheté quand il était intérimaire, alors que tout le monde lui dit il n'aura jamais de crédit. Moi je dis si c'est possible, tu as une régularité dans tes revenus. Il travaille chez HelloFresh.
Et ouais. Donc là, j'ai oublié, je dis, pourquoi il n'y a pas de l'annonce, il y a marqué 0 jardin. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ça, c'est vrai ça. Et le garage, si, elle fait partie de la vente, hein. Mais il est marqué nulle part, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Et donc c'est ouais, plein d'anecdotes comme ça, ou à l'inverse, tu as l'impression en photo que tu visites un château, et puis quand tu arrives sur place, c'était des photos 3D, parce que là, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien du tout. Et les photos 3D maintenant, je ne sais pas si vous faites attention, mais des fois, c'est la réalité, quoi. Donc, c'est dans les deux sens. Des fois, tu as des belles surprises. Et c'est pour ça que je conseille à tout le monde de faire visite. Et des fois, alors, tu tombes sur un truc, tu dis, j'ai encore perdu mon temps, quoi. Mais c'est le jeu aussi. C'est le jeu aussi. À un moment, il y a de moins en moins de visites pour plus de bonnes affaires, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que ça continue. La santé, déjà. Ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour maintenant apprendre que j'ai un cancer ou quelque chose. Mais après, je suis prêt. C'est comme je dis à ma mère, des fois, elle trouve pas ça normal. Elle dit, maman, c'est dommage, je décède. J'ai une putain de vie, quoi. J'étais pas bon à l'école, mais je me suis toujours amusé à l'école. J'ai toujours fait le con. Depuis que je suis en âge de comprendre et d'être adulte, j'ai la vie que je veux. La vie que je vais dire que je mérite, parce que tout le monde mérite tout le monde mérite d'avoir la vie qui décide. Mais que ça continue et si même demain je termine en chaise roulante, c'est pas grave, entre guillemets, je sais pas si je suis prêt. Mais en tout cas, non, la vie que j'ai maintenant me plaît parfaitement, alors qu'elle est pas du tout rose, hein, c'est pas 10 sur 10 sur tout. Mais non, c'est de moi que ça continue. Merci. Nickel, merci en tout cas de t'être prêté au jeu. Avec plaisir, c'est toujours très sympa. Pour ceux qui souhaitent la voir. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci en tout cas, à la prochaine. À bientôt.